Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le vendredi 26 juillet 2019. On parle beaucoup ces dernières heures de renseignement au Cameroun. La politique de renseignement au Cameroun, comment ça fonctionne suite à cette mutinerie à la prison centrale de Kondengi, mais également cette mutinerie à la prison principale de Boya. Actuellement, les services spécialisés se posent la question. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a parlé d'une défaillance des renseignements préventifs et a d'ailleurs demandé que toutes les personnes impliquées dans cette chaîne-là puissent désormais être vigilantes pour prévenir les cas comme ceux vécus à Kondengi ou encore à Boya, parce qu'il est inadmissible que le Cameroun puisse montrer des signes de défaillance comme on peut le voir. Mais sauf que on peut s'interroger sur comment tout cela est géré. Est-ce que, comme on le voit au Cameroun, cette multiplication de services qui s'occupent des renseignements ne pose pas un réel problème, puisque nous avons ces correspondances confidentielles du ministre d'État Laurent Esso adressées au ministre d'État Ferdinand Ngongo, qui signale depuis le 25 juin qu'il y avait d'ailleurs un risque de soulèvement à la prison centrale de Kondengi, puisque dans cette correspondance-là, le ministre d'État Laurent Esso signifie et demande qu'on puisse transférer 10 détenus du MRC dans d'autres prisons de Yaoundé, puisqu'il estime, le ministre d'État Laurent Esso, qu'il y a un grave risque de soulèvement avec ces leaders-là. Je parle là d'une correspondance qui date du 25 juin, une autre du 15 juillet, et donne la liste de 15 détenus du MRC identifiés selon Laurent Esso comme étant ceux qui pourraient être les meneurs de ce soulèvement-là. Mais sauf que, évidemment, on voit très bien que rien n'a été fait au niveau du secrétariat général de la présidence, et on voit également qu'aujourd'hui, on se pose donc la question de comment se gèrent les renseignements. Est-ce que c'était au ministre de la Justice d'alerter la présidence sur ce risque-là? Est-ce que au niveau de l'AT, il y avait des choses à faire? C'est toute la grande question ce matin, à l'heure où on parle de renseignements préventifs au Cameroun, madame, monsieur. Toutes ces choses-là, évidemment, nous amènent à nous interroger ce matin. L'équipe est en place. Bonjour à tout le monde une fois de plus. D'abord vous, Monsieur Donald Brice Kamgan, bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à nos téléspectateurs. Je salue ce matin tous les Africains soucieux de l'avenir de ce continent et de leurs pays respectifs. Nous allons nous demander si le président de la Fédération camerounaise de football va jouer la carte de la transparence. Seydou Bombodjoya, qui clame depuis l'accession à la tête de la FECAFO, son accession à la tête de l'instance fétière du football camerounais, qu'il est un homme transparent et probe. On attendra bien de savoir si ce vendredi, enfin, le président de la FECAFO rendra public la durée et le montant du contrat avec l'équipementier français, le corps sportif. En tout cas, depuis janvier dernier, la presse attend en vain les contours de ce contrat. Voilà, on aura l'occasion de retrouver Donald Brice Kamgan. Ce sera à 10h40 pour la colère. Également sur le plateau ce matin, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi et bonjour aux téléspectateurs. Une conférence qui fait les choux gras sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Il a fallu que deux personnes fassent des sorties, c'est-à-dire le porte-parole de Maurice Kamto et lui-même, Maître Emmanuel Sim, pour faire le point sur cette conférence ou encore sur cette réunion de Munich. De toutes les façons, vous aurez plus d'informations dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. La fameuse CPD, la Cameroun Patriotique Diaspora, qui organise dès ce jour à Munich en Allemagne cette rencontre pour parler de la transition démocratique au Cameroun. C'est une grande question. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi les uns et les autres s'y désolidarisent, puisqu'on voit très bien que Jean-Michel Nietzsche du SDF l'a également fait, Maître Emmanuel Sim le fait, le porte-parole de Maurice Kamto le fait également. Pourquoi de telles distances sont prises sur cette rencontre qui, à notre sens, n'a vraiment rien de répréhensible? On va évidemment rappeler que Karine Sontia sera avec nous à 11h06. Ce sera pour votre revue des réseaux sociaux. Également sur le plateau ce matin, Bambok Bengan, bonjour et bienvenue, nous sommes vendredi.
bonjour Monsieur Fopossi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Les renseignements ont peut-être bien marché là-bas parce qu'on a découvert une importante cache d'armes dans la région de l'Est. À quelle fin? On ne sait toujours pas. Peut-être que le gouvernement ne nous dira pas davantage, mais toujours est-il que de l'avis du gouvernement, cette importante cache d'armes cachait quelque chose de pire pour le pays. Bon, vous semblez dire qu'il y a une guerre justement des communiqués et des informations. Oui. Le ministre Atangandji se plaint que les renseignements préventifs auraient pu alerter sur le risque de soulèvement à la prison centrale de Nkonengi. Le lendemain de cette prise de position, nous avons une correspondance, un document confidentiel qui sort pour lui dire que non, ce qu'il a dit n'est pas vrai, parce qu'il faut qu'on comprenne pourquoi ce document-là sort aujourd'hui. C'est pour dire que non, vous vous plaignez qu'il n'y a pas eu de renseignement. Non, mais nous, au ministère de la Justice, nous avons alerté depuis le 25 juin qu'il y avait un risque, et on avait d'ailleurs identifié 10 personnes du MRC qui pouvaient, à l'époque, être des meneurs d'une possible insurrection. Donc, vous voyez qu'il y a justement une guerre. Oui. Ça veut dire simplement que le Yaoundé fonctionne par réseau. Oui. Il y a les réseaux que le ministère de l'administration territoriale ne maîtrise pas, bien qu'étant secrétaire permanent du Conseil de sécurité. Et il y a des réseaux du ministère de la Justice rattachés à la présidence, mais en temps normal, le secrétaire général adjoint numéro 1 de la présidence de la République s'occupe de coordonner les renseignements. Tout à fait. Donc, il faudrait donc que ces réseaux-là, que le chef de l'État puisse mettre une coordination de ces réseaux-là. Qui doit s'occuper de ça? Qui doit être le patron de ces renseignements-là, au final? Parce qu'on voit très bien que le ministre Paul Atangandji a dit hier que c'est à lui que revient cette mission de coordonner ces renseignements. Il s'en plaint. Oui, la pratique voudrait donc dire qu'on l'a sauté. Donc, c'est le chef de l'État qui doit le coordonner parce que, selon le principe de défense et de sécurité, on obéit à un seul chef. Oui. L'unicité de la défense. La défense obéit à un seul chef. Donc, c'est le chef, le patron de la défense qui est, pour notre cas, le chef de l'État qui doit donc coordonner cette action. Alors, est-ce que pour vous, la divulgation, la fuite de ce document confidentiel qui montre bien que le ministre d'État, Laurent Isso, avait alerté le SG de la présidence, c'est pour se disculper. C'est pour dire que tout a bien fonctionné, j'ai alerté comme il fallait et il n'y a pas... Oui, mais sauf qu'on peut aussi le lui rétorquer. Quelle mesure a-t-il proposé? Donc, lui qui savait, ministère de la Justice, et c'est de son ressort. Comment a-t-il donc organisé l'administration? Il dit qu'il a proposé que les 10 détenus soient transférés ailleurs qu'à Nkonengi. Il le dit clairement. Voilà ce qu'il a préconisé comme solution. Oui, ça veut dire que l'administration pénitentiaire devait être en état d'alerte maximum. C'est comme ça qu'on parlait en États-Unis. Donc, ça veut dire qu'il les ciblait, puisqu'il les connaît. Il les a ciblés et le top management de la prison centrale devait donc avoir un œil soutenu. C'est ce que nous disons dans les renseignements sur ces personnes-là. D'accord. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cet épisode est loin d'avoir livré tous ses secrets. On va continuer à scruter et voir comment cette guerre des renseignements se peaufine au Cameroun pour comprendre à quel niveau il y a eu défaillance, comme l'a dit hier le ministre Paul Atangandji. Madame, monsieur, on va démarrer le programme de ce matin avec la première articulation. Voici l'histoire du jour. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je raconte l'histoire de Dagobert. Dagobert a 62 ans et aujourd'hui il est à la retraite. Dagobert était un fonctionnaire, un haut fonctionnaire qui allait en mission de temps en temps. Donc, durant 10 années, par exemple, sur les 30 années qu'il a travaillé, il a fait 10 ans de mission. Et durant les 10 années, il a glané, amassé une certaine fortune. Donc, à chaque fois qu'il revenait d'une mission, il remettait de l'argent à son épouse et il repartait pour une autre mission, ainsi de suite. Il remettait de l'argent à sa femme. Donc, il savait que sa femme avait des besoins et qu'elle pouvait les assouvir, mais quand même qu'il y avait une certaine partie de l'argent qu'elle économisait. C'est ça. Aujourd'hui, Dagobert est au carrefour. Il faut dire d'abord, avant que Dagobert est marié, ça fait 32 ans déjà, donc il s'est marié à 30 ans et aujourd'hui, il a 62 ans. Après 30 ans de mariage et 60 ans, 62 ans, Dagobert est toujours locataire.
C'est le problème qu'il pose aujourd'hui. Malgré les 30 années de service qu'il a eu, malgré tout l'argent et toutes les missions qu'il a pu accomplir et tout l'argent qu'il a eu, sa femme, aujourd'hui, puisqu'il lui a demandé, ok, je suis à la retraite, viens avec ce que tu as, je sais que tu as utilisé, viens avec le reste, on lance des projets, on monte des business. Il se rend compte que ce que sa femme lui montre n'est pas assez consistant par rapport à ce qu'il a amassé comme argent. Donc aujourd'hui, à 62 ans, avec un enfant de 30 ans, le premier enfant à 30 ans, Dagobert aimerait savoir où est-ce qu'il a fait une erreur, où est-ce qu'il a fauté, comment est-ce qu'on prépare sa retraite. Est-ce qu'il a fait une erreur en voulant penser son avenir ou bien en incluant sa femme dans ses projets, en remettant de l'argent à sa femme pour construire son avenir? C'est ça le problème d'aujourd'hui. Il n'a pas de mère, Dagobert? Il a une mère. Mais est-ce qu'on remet son salaire à sa mère? Vous comprenez pourquoi je pose la question. Je n'allais pas tout de suite, très vite en besogne. Alors, d'abord, premier élément, parce qu'après, il ne faut pas qu'on s'acharne sur les Camerounais. Premier élément, on doit saluer l'extraordinaire résilience, esprit de résilience des Camerounais. On doit saluer cela. Je dis bien que avant de s'acharner sur Dagobert, on se doit sur ce plateau de saluer l'extrême résilience. Il faut dire que ceux qui réussissent à se construire au Cameroun, malgré les difficultés, c'est des extraterrestres. Et comme les Camerounais ont transformé l'aspect extraterrestre comme une normalité, parce que désormais au Cameroun, être extraterrestre est une normalité, on prend ça pour normal. Donc quand vous n'êtes pas extraterrestre, on trouve que vous êtes anormal au Cameroun. Donc premier élément. Pour dire quoi? Quelqu'un a fait une fois une simulation de comment pourrait se faire les dépenses d'un Camerounais qui a 200 000 francs de salaire par mois, sur comment il pourrait épargner et sur combien d'années ce Camerounais qui a 200 000 francs de salaire pourrait, je dis bien 200 000 francs de salaire, pourrait réussir à se construire sa propre maison au bout d'un certain temps. Dans cette simulation, dans ces calculs-là, on s'est bien rendu compte qu'un Camerounais qui touche 200 000 francs CFA par mois, s'il parvient à économiser, à épargner, il faut lui tirer un coup de chapeau. Parce que dans cette... Et d'ailleurs, c'est où j'aime d'ailleurs compris qu'il y a des Camerounais qui réussissent à faire des choses extraordinaires. Parce que lorsque vous regardez les charges locatives, pour vivre dans une maison à peu près potable pour un Camerounais, à peu près potable, disons 2 chambres, il a combien d'enfants ce monsieur? 2 chambres, 1 salon et tout ça là. Quand vous regardez le niveau des loyers au Cameroun, vous voyez qu'on est entre 50 000 et 75 000 francs. Je dis, et là encore, je suis très gentil. Oui, très. Là, je suis encore très gentil. Au-delà de ça, il y a ce qu'on mange et ce qu'on va avoir à la maison. Il y a des charges en termes de courant et d'eau, par exemple, à la maison. Il y a des charges liées à l'école des enfants, transport et tout ça là. Et donc, je me suis rendu compte que lorsqu'on touche nos 200 000 francs au Cameroun, on n'est pas si sorti d'affaires que ça. Parce que beaucoup ont moins que ça, les 36 000, oui, les 70 000, les 100 000, les 150 000. Mais je dis, la personne a pris au niveau de 200 000 francs CFA et a montré comment il était difficile, même avec 200 000 francs CFA, d'épargner et s'en sortir. Donc il faut tirer un coup de chapeau à tous ces Camerounais, ils sont très très nombreux, qui réussissent à faire de l'extraordinaire dans ce qui est tout à fait possible. Dans l'impossible, ils réussissent à s'en sortir. Maintenant, pour Dagobert, il faut dire que ce qui est lié à son histoire est quand même une leçon pour beaucoup de personnes parce que après, ça dépend de quelle vie on veut mener. Si on veut mener une vie d'opulence, une vie d'oisiveté, hein, il ne faut pas se plaindre qu'après, on ne puisse pas épargner. Il y en a qui réussissent. D'ailleurs, c'est un ami qui me contait l'histoire de quelqu'un au rond-point express à Biémassi. Le monsieur, il a un petit call-box devant. Un petit call-box devant où il fait le call-box. Mais le gars dit que chaque fois qu'il va là-bas, le monsieur, on le méprise parce qu'il est un call-boxeur. Ouais. Vous savez, au Cameroun, les gens sont toujours dans le mépris, hein, ouais, le call-boxeur. Mais sauf que le gars a été surpris que c'est ce call-boxeur-là que tout le monde méprise tous les jours. Lorsqu'il envoie un transfert, qu'est-ce qu'on arrive, on dit, oh, on insulte, mais pourquoi il a pris du temps pour envoyer le transfert? Que c'est ce call-boxeur, ce petit monsieur, que tout le monde méprise là, qui est propriétaire, parce qu'il y a un très grand snack là-bas, au rond-point, pour ceux qui me regardent, ils savent de quoi je parle, il y a un très grand snack là-bas, que ce snack-là appartient justement à ce call-boxeur-là. Donc vous voyez,
Voilà un homme qui a refusé de vivre dans l'opulence, d'avoir une grosse voiture qui va peut-être dépenser le carburant chaque mois. Ouais. Il est tranquille à pied, et bien il a réussi à faire des réalisations importantes. Vous comprenez qu'après, il a peut-être un immeuble R+3, que personne ne serait surpris. Donc, il y a des choix de vie qu'on mène. Et ce monsieur a fait des choix de vie. Malheureusement, il se retrouve, comme on le voit, pris en tenaille au carrefour. Alors, bon, Bengal, qu'est-ce que vous dites à ce monsieur ce matin? Il est inquiet, il souffre dans sa chair, il a des regrets. Il a des remords. La première chose, il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. C'est-à-dire qu'au regard, c'est vrai quand même ce que vous avez dit, la coupe des salaires de manière sauvage s'est opérée en 1994, donc ça fait 25 ans. Pendant ces 32 ans de travail, il y a 25 ans où le salaire n'était pas assez élevé, bien qu'on la voyait en mission, mais ce n'est pas un homme. Un homme, même si on confie l'argent à son épouse, on contrôle. L'expression consacrée, c'est la confiance n'exclut jamais le contrôle. Comme on dit souvent, la priorité n'élimine pas la prudence. Donc même si vous avez priorité en route, il faut être prudent. Donc la confiance n'exclut jamais le contrôle. Donc votre épouse veut lui confier l'argent, vous lui êtes et tout, mais à un moment vous devez dire, mais madame, ça c'est quoi? Je remarque que. Donc ça doit être fait de manière régulière. Et j'ai dit même permanente. Mais c'est elle qui est la maîtresse, mais il y a un contrôle. Donc à cela, il n'a pas un homme, il a manqué cela. C'est la première faute qu'il a commise. La deuxième faute qu'il a commise justement, c'est que maintenant, à 62 ans, il te dit, il est là, ça commence à peser. Peut-être que les enfants sont déjà dans l'enseignement supérieur, ça coûte cher. Ils ont fait comment à ce moment-là? Justement, il faut essayer de faire asseoir sa famille. Pas pour accuser madame, mais c'est pour leur dire l'état dans lequel ils se trouvent maintenant, où les revenus vont baisser, et ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'ils vont changer sûrement, ils vont changer de loyer? S'ils payaient 60 000, 80 000, ils vont pouvoir résoudre à payer un peu plus, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver dans un réduit. Et donc, à expliquer cela à la famille, mais sans accuser madame devant les enfants. On accuse madame à deux, en nous faisant croire, mais expliquer ce problème. Expliquer ce problème à ses enfants, pour que ces enfants puissent, parce que c'est bien de les encadrer dans le cadre strictement familial. C'est ce qui il reste à faire. Mais non, à 62 ans, il a déjà pris sa retraite, non. Il doit maintenant également chercher à faire quelque chose. On ne sait pas quelle activité il menait. Donc, oui, sur le plan du code de travail, que ce soit fonctionnaire ou dans ceux qui sont régis par le code de travail, vous êtes en retraite, mais vous pouvez devenir consultant. Vous pouvez. Il y a beaucoup de choses qui permettent que là, vous pouvez encore exercer. D'accord. Donc, alors, il y a plein de pistes. Donald Brice, c'est important parce que parfois, le mois est haïssable. Parfois, je discute 50 francs avec madame. Alors, le mois est haïssable, 50 francs. Pour vous dire que même quand ça reste 50 francs, je veux voir les 50 là. Vraiment, il faut cultiver ça. Oui, parce que vous donnez parfois la confiance n'exclut jamais le contrôle. Vous avez fait un planning, il reste 50. Elle garde par devant elle les 50 parce qu'elle sait que 50 c'est petit, que c'est rien, vous devez laisser ça. Non, vous me répétez les 50, c'est à moi de vous dire que les 50 là c'est petit pour moi. Ça s'appelle la radie. Non mais oui, il faut être radin. Oui, il faut, non. Puisque peut-être vous aviez 200, les 50 francs peut compléter l'argent de taxi. Oui, ne sais pas qu'en prenant les 50, ça peut l'aider à la cuisine aussi. Non, ça l'aide, mais sauf que c'est un budget. Vous dites d'abord. Ça ne veut pas dire qu'elle lui donne. Elle lui dit voilà ça. Allez-y Donald, allez-y. Oui. Alors, je voudrais joindre ma voix à la vôtre ce matin pour saluer. Vous avez salué l'esprit de résilience de Dagobert. Je salue quant à moi l'esprit de confiance de Dagobert. Si on ne se fait pas confiance, on ne peut pas vivre ensemble. Ce n'est pas possible. C'est l'une des premières, sinon la première condition, la confiance. Et c'est ce que Dagobert a fait vis-à-vis de son épouse. Il a fait confiance à son épouse. D'accord, vous pouvez dire la confiance n'exclut pas la méfiance. Non, le contrôle
Il a fait Ne confiance. transforme pas, n'exclut pas le contrôle. Il a fait confiance à son épouse. Ce qu'il faut condamner par contre, c'est cette dame qui est le prototype de femme, 1, malhonnête, 2, paresseuse, Dépensière. dépensière et non précautionneuse qu'on a aujourd'hui. Ce type de femme est à dénoncer. Pour vous, Parce que c'est une habitude aujourd'hui? bon, peut-être pas une habitude, mais il y a cette race de personnes. Je mets race entre guillemets. Il y a cette race de femmes qui considèrent que l'homme est la machine à tout faire. C'est lui qui... C'est l'arbre d'argent ou ok? C'est l'alpha et l'oméga. Même la simple facture d'eau de 650, elle ne peut pas payer. Mais c'est votre maison. Et que c'est l'homme qui doit tout faire. Même écraser les condiments de 50 même francs. 100 francs, 150, 50 francs pour aller faire moudre le piment. C'est toi, si tu n'es pas là, ça reste là. On t'attend. Tu reviens à 16h le soir, donner 50 francs pour aller faire moudre Mais le si vous coquille ne lui avez pas donné d'argent, elle fait comment? ou le piment. C'est quand même incroyable. Donc cette dame est à dénoncer. Avec... J'aime beaucoup votre expression. Hein. Vous terminez toujours en disant c'est quand même incroyable. Oui, mais attendez. Vous voulez qu'on crée quel type de société où les gens ne veulent pas faire d'efforts? Non, déjà, j'ai le sentiment que cette dame elle ne fait rien. Parce que si elle avait au moins une activité, Voilà, elle est oisive. Elle est... si elle avait une Elle activité, gère l'argent de son mari. oui, et moi je suis contre les femmes qui acceptent de ne rien faire. Même si j'entends souvent des gens dire mon mari vraiment lui il est très possessif, je veux faire du gold box, il me donne tout, je veux aller me coiffer, il dit non, c'est à la maison que tu dois le faire. Non, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre dans une société où on attend tout de l'homme. Non seulement l'environnement est difficile, mais pour la personnalité et le caractère de la femme, il ne faut plus que les femmes acceptent de faire ce genre de choses. Si elles acceptent, il faut qu'en retour, qu'elles acceptent qu'elles soient chosifiées, qu'on leur marche dessus et qu'on leur parle n'importe comment, qu'on les utilise à toute fin possible. C'est ça qu'il est question. On ne peut pas dans une société où les gens claironnent les discours d'indépendance, d'égalité entre l'homme et la femme, et que la femme accepte d'être la dernière sur le plan socio-professionnel, ce n'est pas cohérent. Donc, cette dame est à condamner. Moi, je conseille à Dagobert, ça c'est toute une vie que cette dame a ruiné. Je conseille à Dagobert vraiment de mettre cette relation, de fermer la page de ces relations. De divorcer. Oui. Non, mais écoute, à quel âge? Attendez. Il a 62 ans. Mais vous ne pouvez pas lui avoir jeté les fleurs pour avoir fait confiance à son épouse et maintenant demander de divorcer. Non, mais il est clair que son épouse a abusé de sa confiance. Et lorsque le constat objectif est fait, il faut en tirer toutes les conséquences. Il faut congédier cette femme. Qu'est-ce qu'il va dire comme motif de divorce? Il faut congédier cette femme Escroquer. Escroquerie, abus de confiance. et préférer... Dans le couple. Abus de confiance. Dans le couple. et préférer... Vous terminez rapidement. Et préférer, j'espère qu'il a sa pension retraite, j'espère qu'il a une activité, même en retraite, qui puisse lui permettre de joindre les Il deux devait bouts, la monter avec l'argent. ainsi de suite. S'il a des activités qui peuvent lui permettre d'avoir un D'accord. peu de sous, qu'il s'y remette et ce n'est que partie remise. Alors, Karine, est-ce que cette femme n'a pas abusé de la confiance de son mari? Est-ce que parfois les femmes ne sont pas les détentrices des germes de l'échec de leur époux? Vous n'échouez que si vous voulez. Vraiment. Un homme n'échoue que s'il l'a voulu. Il est inadmissible que nous fassions 30 ans de mariage et à chaque fois que je rentre avec l'argent de la mission, on déménage. Il échoue parce qu'il l'a voulu. C'est lui qui gagne l'argent. Que sa femme soit sa banquière, sa trésorière ou son commissaire au compte, c'est lui qui revient avec l'argent. Donc avant de revenir avec son argent, certainement, il doit avoir fait des plans sur cet argent. On ne vit pas 30 ans de sa vie gratuitement. Ce n'est pas à 62 ans qu'on prépare la retraite, monsieur Fopossi. Je suis désolée. Le premier jour où vous commencez à travailler, c'est ce qu'on nous enseignait, c'est notre professeur de philosophie qui nous disait ça. Le premier jour où vous allez commencer le travail, c'est ce jour-là que vous allez préparer votre retraite. Maintenant, s'il avait mal dit, si c'était faux, ok, aujourd'hui je dis que c'est lui qui avait dit, c'est pas moi. Maintenant,
on a quand même un homme qui peut être grand-père, peut-être qu'il est même grand-père, des enfants de 30 ans et poussière. Il n'a jamais fait des réserves en banque, peut-être pour envoyer ses enfants dans les grandes écoles. Dit-on en passant, il gagnait beaucoup d'argent. Il n'a jamais fait un circuit qui lui permettait d'avoir des poches d'argent autres que ses frais de mission et son salaire. À 62 ans, il s'assoit, il dit, chérie, viens avec l'argent là, on compte. Ah mais non, c'est du n'importe quoi. Il déménageait avec quoi? Chaque jour, il mangeait quoi? Sa femme et lui sont pareils. C'est un couple de dépensiers. Parce qu'il aimait vivre dans le niveau où sa femme le mettait. C'est-à-dire que quand il rentrait avec 200 000, 400 000, 1 million, la femme changeait les saillons dans la maison, elle change le genre de rideau, elle voyageait pas en Turquie acheter les nouveaux G-Flex, elle fait ci, elle fait ça. Et il est à l'aise dans ce système-là. Est-ce qu'il est à l'aise? Il n'est pas là. Hein? Il ne s'est pas plaint. Maintenant qu'il a 62 ans et qu'il va en retraite, il se rend compte que il y a de l'argent que sa femme gardait. Ça ne peut pas donner des intérêts. L'argent qu'on garde à quelqu'un, soit ça descend, soit ça finit. Parce que ça ne peut pas avoir d'intérêt, ce n'est pas une banque. Moi, je m'en tiens à son âge. Le nombre d'années qu'il a travaillé, M. Foposi, 30 ans. C'est largement suffisant pour préparer une vie pour un enfant qui va vivre 60 ans sur Terre. 60 ans sur Terre. Aujourd'hui, qu'est-ce que ces enfants font? Je ne sais pas, l'histoire ne nous a pas dit. Mais j'aimerais savoir. Sa femme, elle ne faisait rien de la vie, dans sa vie. Elle était sa banquière. Pendant tout ce temps, même en 15 ans, il n'a pas dit que, chérie, ça fait déjà 15 ans que je donne l'argent de garder. Où en est-on? Il ne l'a pas fait. Même dans les projets, on parle de l'évaluation à mi-parcours. Il ne l'a pas fait. C'est lui qui travaille, c'est lui qui voyage. Donc, il sait ce que c'est. Il vit dans la modernité. Il vit dans des appartements, des grands espaces. Il doit savoir ça. Maintenant, pour un père de famille qui a 3 enfants, qui doit préparer leur avenir, arriver à 62 ans avant de penser à sa propre retraite, c'est grave. Il n'a jamais préparé sa propre vie à lui. Parce que c'est à son temps qu'on commence à vivre pour lui. C'est là où il doit s'asseoir et attendre que l'argent entre. Mais c'est impossible parce qu'il doit recommencer. D'accord, c'est compris. Alors, je suis un peu mal à l'aise pour des raisons, vous comprendrez, parce que des débats comme ceux-ci sont très compliqués à voir parce que ça dépend de beaucoup de paramètres et on voit très bien que cet homme avait forcément des raisons de faire ce qu'il a fait. Je veux moi aussi me laisser aller dans la facilité de lui taper dessus, mais je me rends compte quand même que regardant, et comme l'a dit Donald ce matin, quand on voit l'esprit et quand on voit comment certaines femmes aujourd'hui réagissent face au luxe, je me pose beaucoup de questions parce que je regarde un peu les hommes aujourd'hui. Je ne suis pas comme ça moi, mais je vois des gens sortir tous les week-ends, aller boire dans les snacks où on vend une boisson à 2000, alors que normalement vous pouvez acheter vos boissons à 600 francs, 150 francs, boire ça chez vous, que vous aurez le même goût dans votre ventre. Je ne sais pas pourquoi il faut toujours aller acheter une boisson dans un endroit parce qu'on estime que bon, il y a de la musique, il y a un DJ, il y a tout ça. Il y a ça aussi que les femmes. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit tout récemment qu'il faut toujours, quand on est avec une femme, faire l'effort de l'amener dans un endroit un week-end pour l'évader un peu, sinon elle pourra vous tromper. Elle dit, bon, écoutez, si c'est pour ça qu'elle me trompe, qu'elle me trompe alors. Donc il y a quand même des choses qui sont de plus en plus admises. Hier encore, j'en parle avec une personne qui me disait, non, Eric, tu es trop dur de vouloir que ton épouse n'ait que des couches non jetables et tout ça, dans un contexte où on fait des couches jetables. Il disait, non mais écoutez, moi je sais que ma mère à moi a travaillé, elle travaillait, mais elle n'a jamais compris qu'il fallait des couches jetables pour lui. Donc il y a des éléments comme ça qui rentrent dans le quotidien, dans un monde de consommation à outrance, et les gens ont adopté ça comme étant la norme. Vous voyez, les gens vous disent que non, moi je veux être dans un appartement s'il n'y a pas de carreaux, s'il n'y a pas de scie propre, tout ça, je ne suis pas là-dedans. Nous avons grandi dans les carabottes sans avoir de problème avec ça. Des gens n'ont pas de compte bancaire, n'ont pas de terrain, mais
ont 2-3 voitures en location, vous posez des questions, ils dépensent de carburant par jour. Donc, Pour il y a aller quand dans même un studio, mais ils ont des voitures. Et quand vous le demandez, non, il dit non, vous savez, à cet âge-ci, il y a quand même le poste que j'occupe. Les gens qu'on rencontre. Le poste que j'occupe, les rencontres, tout ça. Ça donne les marchés. Le jour où vous tombez, ces gens que vous rencontrez ne sont plus là. Donc, il y a quand même, vous voyez, un contexte global, général, qui fait en sorte que beaucoup de gens sont malheureusement déroutés de leur route, et on peut comprendre qu'un homme comme ça se retrouve à 62 ans avec des remords, des regrets. Quel est votre point de vue ce matin, Dominique? Moi, je pense que Dagobert a eu le malheur de tomber sur une mauvaise femme, tout simplement. Il y a des gens qui se reposent essentiellement et exclusivement sur leur partenaire. On arrête de réfléchir parce qu'on a rencontré une femme qui semble être une femme entreprenante, une femme qui prend les devants. Donc aujourd'hui, je me dis que Dagobert, au début de la relation, a vu en sa femme une femme qui pouvait le tenir, une femme qui pouvait la mener vers les sommets. Donc malheureusement, il a travaillé et il lui a donné son argent. Je suis sûre que si on va dans la famille de sa femme, on va trouver que là-bas, elle a fait de grandes choses. Elle a sûrement construit des maisons, offert des trucs aux membres de sa famille. Et aujourd'hui, c'est Dagobert qui s'en sort perdant, malheureusement. Donc, on ne peut pas lui taper dessus. Parce qu'il n'y a pas un âge pour commencer à entreprendre. Tout à l'heure, vous avez parlé de personnes qui ont 200 000. Il y en a qui ont moins de 200 000, mais finissent leur vie comme ça. Ils meurent et on est obligé d'aller mettre son corps en route parce qu'il n'a pas de maison où on va faire sa veillée, par exemple. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en prendre à Dagobert et je suis d'accord pour qu'il mette cette femme dehors parce que c'est tout sauf une femme. Pour lui. Non, arrêtez un peu. Hein. Je suis sérieuse. Parce peu. qu'elle a bousillé toute sa vie. Non. Vous imaginez, tous les jours, vous venez ici au travail, monsieur Fopoussi. Oui. Pendant, on vous voit dans 30 ans. Non, moi, je ne me dérange pas. Je sais que je donne l'argent à ma femme. Elle gère le loyer, elle gère les enfants, elle gère et tout. Donc, elle peut vouloir s'acheter une voiture et tout. Je lui... jamais mon argent. Elle devrait voir. C'est une mauvaise chose. Pourquoi? C'est une mauvaise chose. Vous êtes dans un couple. Montrez votre argent à votre femme ne veut pas dire que vous lui donnez votre argent. Elle doit savoir que mon mari... Je vous dis que même 50 francs. C'est une mauvaise chose. Vous êtes un mauvais mari. Vous êtes un mauvais mari. Pourquoi c'est mauvais? Pourquoi c'est mauvais parce que attendez, je voulais dire quoi? Vous n'êtes pas sérieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites des cachotteries à votre femme. Vous êtes individuel. Non, mais écoutez, vous n'êtes pas deux, vous êtes seul. Pourtant, vous êtes censé être en couple. Un homme ne dit jamais tout à sa femme. Arrêtez de... D'accord, surtout en matière d'argent. Surtout en matière d'argent. Vous avez un salaire fixe. Oui. Vous touchez 20 000 francs à la fin du mois. Oui. Et maintenant, il peut arriver que vous soyez invité dans un événement et que vous ayez autre chose. Ça, ce n'est pas votre salaire. Mais quand vous touchez vos 20 000, rentrez à la maison, dites que chérie, pourquoi? Voilà mes 20 000, qu'est-ce qu'on fait? L'argent du riz, le loyer, machin, c'est tout. Le reste là. Si un homme fait ça, parce qu'il y a aussi... C'est un homme mort. C'est pas un homme mort. Si vous commencez à lui dire que bon, on va préparer quoi aujourd'hui? Elle va vous sortir les saumons sautés. Mais Monsieur Fopoussi, je vous donne un exemple en une seconde. Si vous remettez 500 000 à votre épouse là maintenant, vous revenez 10 minutes après en lui disant, s'il te plaît, donne-moi 10 000 là, je vais acheter, elle te dit que l'argent est fini. Parce que le 10 000 n'était pas prévu. Ça veut pas dire que les 500 000, ça veut pas forcément dire qu'elle a utilisé. Mais elle va vous dire qu'il n'y a plus rien. Oui, elle a même déjà fait un plan que même les 500 000 que vous avez donné là ne suffit même pas pour le plan. Vous avez des frères. Oui, justement, mes petits frères me regardent. Si vous leur dites ça, vous les aimez pas. Je les aime énormément et justement parce que je me mets à la place des filles qui peuvent être en face. Non, mais je vous dis. Ils vont se retrouver dans comme Dagobert. Non, ils ne vont pas se retrouver comme Dagobert. Quand vous travaillez, à la fin du mois, vous avez une femme. Vous devez dire à votre femme ce que vous avez. C'est de cette manière qu'elle saura comment vivre avec vous. Quand vous ne contrôlez pas votre argent. Si vous dites à votre femme que j'ai 20 000. Attention, Dominique Audrey. Oui. Ça ne veut pas dire que on ne dit rien. Vous ne dites pas. Attention. Dites la vérité. Non, vous dites ce qui doit être dit par rapport à comment ça va être géré. Mais vous devez avoir des réserves et des projections à vous par rapport à comment vous voyez votre vie. Votre vie alors que vous avez une femme. Si vous ne dites pas ça aux hommes, ils vont penser que l'affaire de confiance là, comme on dit confiance dans un couple là, ils vont se fouvoyer et vont se retrouver à la fin de leur vie étant complètement paumés. Il faut leur dire que un homme intelligent ne doit pas dire le salaire à leur mari. Mais la femme ne dit jamais son salaire à son mari. Il faut leur dire
qu'un homme intelligent, si j'ai 10 francs, Eric, n'est-ce pas? Je vous montre d'abord 5 francs. Je vois comment vous avez 5 francs d'abord. Absolument. Absolument. Et Non. c'est- Oui, ça veut dire que si je Absolument. on voit d'abord comment vous gérez les 5 francs là. Oui, on oui. observe. C'est quand c'est bon qu'on peut dire bon, 7 francs, non, man. Au fur et à On mesure. ajoute, toi, tout à fait. Et c'est ça qui fait que. Et sachez, vous les jeunes qui nous écoutez, sachez que l'argent de la femme, c'est pour elle Voilà. et sa famille biologique. Non. Même son propre enfant. Je vous donne un exemple que nous, on a vécu. Voilà, bon. J'ai une famille polygamique où la femme était comme la maman d'un de ses frères, mais elle habitait chez lui. Elle fait ses propres enfants avec son mari. Voilà. Quand son frère, qui est dans la même classe avec son propre fils, ont des problèmes, elle achète des choses de son frère. Voilà. Et elle dit à son propre fils, attends, voir ton attends père. ton père. Elle est garante de son frère. Voilà. Voilà. sur le débat, Et je peux vous faire une confidence. Attends, Le mois et Aïssa, la mère à la maison m'a dit qu'elle a un compte bancaire d'un tel montant. Je me rends compte qu'elle a vraiment un compte bancaire comme ça. Même moi qui suis là, mon compte bancaire n'est pas chargé comme ça. Mais lorsqu'il y a des dépenses à faire, c'est encore moi. Voilà. Donc on dit qu'il faut faire attention. Ce sont ses Il faut faire économies. attention. Ah. Voilà. Donald, oui. ne créez pas un incident conjugal. Non, nous parlons du vécu. Bon, non, Nous parlons du vécu. pour être C'est le vécu Nous sommes là pour quotidien. éduquer ceux qui nous regardent. justement, c'est Oui. très important ce que vous venez de dire. Oui. Je voudrais dire 2 ou 3 choses. La première, le débat sur faut-il dévoiler le montant de son salaire, son compte bancaire, à son épouse, son partenaire ou pas. Oui. Je pense que tout est question de confiance. Oui. Dans une relation, quand il y a la confiance, peu importe les choses dites ou non dites, pour moi, il n'y a pas de problème. Si ton épouse commence à s'inquiéter du fait qu'elle ne sache pas combien tu touches ou bien combien il y a dans ton compte bancaire, ça pose problème. Elle aimerait savoir. Si toi, tu veux savoir et qu'elle cache et qu'elle se sent en insécurité, parce qu'il y a un facteur sécurité, peut-être qu'elle ne se sent pas en insécurité, elle se sent pas en sécurité, que tu ne dises pas. C'est lorsqu'il y a des soupçons, que ça pose problème. Première chose. Deuxième chose, nous nous adressons à des jeunes. Nous sommes en période de vacances. Il y a des jeunes de 20, 25 ans qui nous écoutent et qui, dans le futur, sont appelés à construire leur foyer. Bon, a vécu une certaine époque. À l'époque, il n'y avait pas de banque. On confiait l'argent où? On donnait l'argent à qui? C'était bien un partenaire, c'était à la maison. Pourquoi vous pensez que quelqu'un peut faire confiance à son épouse et lui donner l'argent? On dit la confiance Il faut n'exclut jamais le contrôle. C'est- Et j'ajoute ceci, vous allez voir ça, même vous les enfants modernes, l'argent de la femme c'est pour elle. Ce n'est pas pour la famille, je veux D'accord. vous payer ça, c'est Ah, par très bien. expérience. En tout cas, on veut juste dire aux hommes, Son argent, c'est on son veut argent. juste dire aux hommes de ne pas compter sur l'argent de leur femme. Voilà, C'est tout tout. à fait. Non, on Et donc, devrait. même on devrait. demander- Comme ça, vous allez On même devrait. vivre longtemps. Même demander. Et il faut aussi, on devrait. Non. Quand on est dans un couple, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, à la fin Ok. du mois, c'est Bon, chacun vous qui pouvez met me son dire salaire une sur femme la qui a table. accepté que son argent soit pour l'argent de la famille, une seule. Moi. Moi, je n'ai pas encore vu. Moi. D'accord, très bien. Merci. Et rappelez surtout aux femmes Ok. qu'elles doivent avoir une gestion parcimonieuse des fonds Ok. qui leur sont confiés et ne pas toujours compter sur l'homme. C'est très important. C'est compris. On va s'arrêter là pour cette histoire ce matin. On va lire les messages en deuxième partie, Karine. Madame, monsieur, voici la colère de Donald Brice-Kamgan. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur la grande comédie nationale qu'est la lutte contre la corruption. Lorsqu'il prête serment en 1982, le président de la République du Cameroun place son mandat sous le binôme de valeurs, rigueur et moralisation. 37 ans après, beaucoup de Camerounais seraient tentés de se demander si Paul Biya a encore souvenance de ces concepts prononcés devant la représentation nationale. Tant la déconcertante permissivité du locataire d'Etoudi intrigue bon nombre d'observateurs de la classe politique nationale. En près de 4 décennies de règne, une panoplie insoutenable d'affaires de scandales retentissants,
de corruption et de détournement de deniers publics. Un impressionnant nombre de fonctionnaires parmi les plus hauts cadres de l'administration publique en prison. Au début des années 2000, l'exécutif camerounais a réussi à hisser le pays au sommet du hit parade mondial, des pays les plus gangrénés par la corruption. Au lendemain de ce classement, le pouvoir met en place une série d'initiatives avec pour intention de lutter contre la corruption. 2006, naît la Commission nationale anticorruption. En 13 ans d'existence, la CONAC est auteur d'une dizaine de rapports sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun. En 2011, l'instance publie un rapport dans lequel il indexe 11 personnalités gestionnaires de fonds publics, bien connues. 8 ans après, les agents ainsi incriminés ne font l'objet d'aucune enquête, pour la plupart d'entre eux. Manifestement las de transmettre des rapports sans suite au président de la République, la Commission nationale anticorruption a récemment confié que le Cameroun doit s'en remettre à Dieu pour tordre le cou à la corruption. L'opération Épervier lancée en 2006 contre les fonctionnaires indélicats affiche des résultats fortement mitigés. D'ailleurs, sa crédibilité et sa sincérité sont désormais fortement compromises. Malgré la Commission nationale anticorruption, malgré l'opération Épervier, le contrôle supérieur de l'État, malgré l'Agence nationale d'investigation financière, ANIF, malgré le tribunal criminel spécial, la corruption est en bonne santé au Cameroun, en très bonne santé. Tout ceci à la bague et au nez du chantre de la rigueur et de la moralisation. Le Cameroun vient de vivre l'un des plus grands, sinon le plus grand scandale socio-politique et économique de son histoire, jamais égalé. Alors que l'opinion nationale s'attendait à des sanctions exemplaires, à la mesure de l'incurie suivie par le pays, avec le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et des détournements de fonds publics autour des chantiers de cette compétition, le chef de l'État a plutôt pris des actes portant à des niveaux supérieurs des responsables impliqués dans les préparatifs de cette compétition retirée au Cameroun. À l'Assemblée nationale, les députés du RDPC, parti du président de la République, ont freiné de 4 faits l'ouverture d'une enquête parlementaire sur ce scandale jamais vécu. Mais dans la grande rhétorique nationale, les mesures prises pour la lutte contre la corruption supposée reviennent constamment. Il faut arrêter cette farce. Très rapidement. À demain. Voilà, lutte contre la corruption au Cameroun, détournement de deniers publics davantage, avec la casse du siècle que vous nous rappeliez il y a un instant. Donald Brice Kamgan de cette organisation foireuse, ratée de la CAN 2019 au Cameroun, et plusieurs milliers de milliards de francs CFA engloutis pour au final nada, pour au final niet, pour au final rien du tout, nothing, comme on dit. Donc c'est clair qu'on doit s'interroger sur la sincérité de cette opération d'assainissement des mœurs publiques qu'on a appelé, ou que la presse a appelé l'opération Épervier, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de tout cela. Parce qu'on peut aujourd'hui se rendre compte, au regard des résultats, que rien n'est en mesure de nous montrer clairement que cette opération-là a réellement fait quelque chose. Le Cameroun étant toujours, comme on le voit, dans les profondeurs des classements qui visent donc à classer les pays les plus corrompus, les pays du monde les plus corrompus. Alors, Bengan, quel est votre propos sur cette question ce matin? Non, je m'aligne à ce que disait Donald Brice Kamgan en parlant d'une farce. Moi aussi, je pense que c'est une farce. Parce que, vous vous souvenez, apparemment, les Lions indomptables du football, l'équipe nationale de football a atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde en 90 en Italie.
Mais nous avons eu l'exploit d'être double champion du monde en corruption. Et de 2 années consécutives, en 1998 et en 1999. Donc, voilà, c'est un bon trophée que nous avons eu. Un indicateur sérieux. Et irréfutable. Et voilà. Et dernièrement, quelque chose aussi de très sérieux aussi. Et que celui qui est en charge de lutter contre la corruption, c'est un pasteur. Vous les appelez souvent les hommes de Dieu. Il a dit lui-même qu'il ne peut pas. La première raison, c'est qu'il a demandé au chef de l'État qui a promulgué cette loi, qui crée la CONAC, de lui donner la possibilité d'ester en justice. C'est-à-dire, s'ils ont soupçonné que Mbombok est dans ces cycles de bois, il peut traduire Mbombok en justice. On lui a dit que non, il doit envoyer les rapports. Il est donc résolu à faire la deuxième chose. Il dit, prions Dieu. Ça veut dire que lui-même, il a dit, l'environnement où je suis là, avec tout le potentiel que vraiment nous ne pouvons pas lutter contre la corruption au Cameroun. C'est Massé Gams qui l'a dit. Il a organisé des messes, des écuméniques, cultes écuméniques pour prier Dieu. Bon, apparemment, peut-être le Saint-Esprit n'a pas encore écouté ces paroles, puisqu'il n'est pas encore descendu sur le cœur des Camerounais. Donc, voilà. D'accord. C'est là où nous en sommes. Et j'ajoute, pour terminer, qu'en plus de rigueur et moralisation, n'oublie pas, Donald Brice, qu'il avait dit, je ne faillirai point à mes engagements. Mais il me semble que lui-même constate qu'il a failli à ses engagements. Karine, Oui. sur cette question. Monsieur Fopoussi, vous avez vu l'échec de l'organisation de la CAN nous a prouvé beaucoup de choses. Au Cameroun, même le sac de ciment pour les constructions d'édifices publics coûte plus cher qu'ailleurs. Et ça coûte encore 2 fois plus cher la construction d'un édifice public au Cameroun que dans tous les autres pays qui possèdent le même taux de croissance. Mais ce qui m'a plus intéressé dans la chronique de Donald Brice ce matin, c'est toutes ces organisations chargées de lutter contre la corruption. Elles sont nombreuses, mais elles n'ont pas pu tuer la corruption. La NIF, la CONAC, le Conseil supérieur de l'État, l'opération Épervier, le tribunal criminel spécial. Ça fait 5 opérations. Ça fait 5 organisations. Non, il y a même un programme national de bonne gouvernance. Voilà. Ça fait 6 qui sont chargés de lutter contre la corruption. Qu'est-ce que la corruption a d'impossible à dénouer au Cameroun? Est-ce que c'est entretenu par ceux qui luttent contre la corruption? Parce qu'on veut bien croire. Comment est-ce que quelqu'un qui est chargé de lutter contre quelque chose n'arrive pas pendant 37 ans? Puisque c'est ça son créneau au départ. Et 37 ans aujourd'hui, on en parle encore. C'est de ça qu'il est question dans tous les domaines d'activité au Cameroun. Que ce soit dans la sécurité, la santé, tous les domaines d'activité au Cameroun, on en parle. Et vous allez voir, malgré même les enseignants que nous avons dans les universités, plusieurs thèses, on peut trouver des petites solutions ou encore des grandes solutions pour lutter contre la corruption. Mais jusqu'ici, on en parle encore. D'accord. Dominique Audrey, un mot sur cette chronique. Oui, aujourd'hui, malgré la panoplie de ces structures qui luttent contre la corruption, on ne voit pas de résultats parce que ces structures-là ne s'attaquent pas à la racine du mal qui se retrouve dans l'administration. Donc, s'ils ne vont pas chercher là-bas, ils n'auront malheureusement pas de solution. Aujourd'hui, la corruption entache presque tous les domaines, que ce soit dans le public, au niveau même des affaires, parce qu'aujourd'hui, les affaires, les marchés, on vous les donne par rapport aux affinités. Au Cameroun, malheureusement, la culture du mérite a perdu sa place. Même au niveau des services qu'on doit rendre à la population, ça ne se passe pas comme ça devrait. Il suffit de venir vous monnayer, on vous donne, on vous rend un service, ou bien tel est un enfant de tel, ou bien de ceci. C'est comme ça que les choses se font. Donc je pense que pour que les choses reviennent à la normale, on doit cultiver ça, le mérite et le résultat. Alors, Donald Brice, enrichissement sans cause, enrichissement illicite, corruption, détournement de fonds publics, deniers publics, prévarication de la fortune publique. Qu'est-ce qui se passe? Commençons par le fondamental. Oui. Dans la Constitution du 18 janvier 1996, il est prévu une disposition sur la déclaration des biens. L'article 66 sur la déclaration des biens. Eh bien, pourquoi déclaration des biens stipule que lorsque vous nommez des personnalités à un certain niveau de l'appareil d'État, ces personnes, avant de prendre fonction, déclarent l'ensemble des biens immobiliers, et ainsi de suite, que ces personnes pourraient avoir. Pourquoi ce n'est pas appliqué? Bien parce qu'on attend le décret
d'application de cette disposition-là, qui doit être pris par le chef de l'État et qui n'a donc jamais été pris, ce décret. C'est pour cela que les gens prennent fonction, repartent après s'être illicitement enrichis et qu'on ne soit pas capable de faire une traçabilité sur le processus par lequel ils ont pu avoir autant de biens. Ça, c'est le fondamental. Ça demande si demain matin le chef de l'État prend un décret, eh bien cette disposition entre en vigueur. On parlait de l'Afrique du Sud l'autre jour. Ce type de commission fonctionne là-bas qui enquête sur l'enrichissement des personnalités. Deuxième chose, les institutions internationales comme la Banque mondiale, le FMI, la Banque mondiale a récemment publié un rapport là-dessus indiquant que l'une des mesures à prendre pour lutter contre la corruption, c'est la revalorisation du salaire des fonctionnaires. Vous savez qu'aujourd'hui, le Cameroun est un véritable scandale planétaire. C'est le pays où les fonctionnaires sont manifestement les plus riches, alors que les opérateurs économiques ne le sont pas. En tout cas, ils sont les plus riches avec les salaires les plus bas. Voilà, absolument. Tout à fait. Voilà le paradoxe. Oui. Donc, encore là aussi, il est difficile de défendre le chef de l'État puisque cette mesure de hausse des salaires, une fois de plus, lui revient. Vous souhaitiez le défendre? Évidemment on est bien tenté d'avoir des arguments qui militent au moins pour le fait que il y a au moins une volonté politique et que une ou deux choses ont manqué. Mais dans ces conditions-ci, c'est bien compliqué. Le climat des affaires revient constamment au Cameroun Business Forum. Les opérateurs économiques se plaignent du fait que la corruption est dans toute l'administration. C'est presque difficile d'obtenir un service public sans monnaie, sans donner quelque chose. C'est malheureusement entretenu. D'aucuns pensent même que la corruption est la gangrène, est le carburant du renouveau, que le renouveau, le jour où il décidera de lutter contre la corruption, c'est le système qui s'effondrera. Alors, il y a M. Lebou, qui, comme vous le savez, est également actuellement au cœur d'une grave polémique sur les réseaux sociaux. Lui qui est incarcéré, je le rappelle, et qu'on accuse d'avoir, qui s'est lui-même reçu comme paiement le salaire de plusieurs milliers de fonctionnaires fictifs. C'est beaucoup d'argent quand on regarde ce qui se passe. Quand on regarde tout ça, on se pose bien sûr la question comment un homme comme ça a pu réussir juste par la seule informatique à se faire payer des salaires sur son propre compte de personnes qui ne sont pas, comme vous le voyez, enregistrées comme étant des fonctionnaires réels. Donc ça pose un réel problème et le Cameroun devrait lutter contre ce type de phénomène pour que jamais on en arrive là et qu'on puisse rapidement mettre hors d'état de nuire ces personnes-là qui sont considérées comme des parasites de la fortune publique, de l'argent de tous les Camerounais. Merci à tout le monde, on va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission. Madame, Messieurs, restez avec nous puisque dans un court instant, nous allons démarrer une autre partie encore plus intéressante. A tout de suite. Merci de nous retrouver sur Equinox Télévision sur le plateau du 10-12, le Zénith. Nous sommes le vendredi 26 juillet 2019 et nous sommes très heureux de vous accompagner, Madame, Monsieur, toute l'équipe, telle qu'elle est composée. Alors, on va commencer avec les messages envoyés par vous. On va lire beaucoup de messages parce qu'on n'a pas pu la peine de les lire en première partie avec vous, Karine, allez-y. Alors, pour cette histoire, cet homme a commis une grave erreur en confiant tout à sa femme et n'a jamais demandé ce qu'il en est de son argent. Et sa femme alors, elle est dépensière et non souciante de leur avenir. Et malheureusement, elle a contribué à l'échec de son mari sur ce plan. Le message n'est pas signé. Je pense que l'histoire de ce jour est fausse car même une personne qui n'a jamais été à l'école fait ses comptes le soir après une journée de travail. Arrêtons de tirer sur la femme. Et l'histoire est fausse, c'est à quel niveau l'histoire est fausse? Un autre téléspectateur. Parce que quelqu'un qui donne son argent contrôle. Comme il n'a pas contrôlé, et la femme a bouffé, ça veut dire que l'histoire est fausse. C'est son avis. Ah, d'accord. Un autre message pour l'histoire du jour. Tout me laisse à croire que cette femme pratique la sorcellerie. Et du coup, son homme est envoûté et ne se rendra jamais compte jusqu'à la mort. Achoudjei, depuis Douala PK8, qui nous écrit ce matin. Ce monsieur a échoué sa vie tout seul. Sa femme n'y est pour rien. C'est abominable qu'au 21e siècle, on trouve encore des gens sans objectif. Bouba de Bekoko
Non, lui, il est un homme du 20e siècle. Hein. Il a dit 62 ans. Il ne pouvait pas être né en 2000 et avoir... donc, il est nous sommes du 20e siècle. Et il confiait l'argent à son épouse parce qu'il avait des objectifs, bien sûr. Justement. Donc, rentrer au 20e siècle pour le juger. Un autre message, pour aller au sens du débat, moi je pense qu'il faudrait dévoiler le montant de son salaire à son partenaire. Et maintenant, si elle l'utilise mal, c'est une mauvaise femme. Et si l'homme ne dit pas, c'est un mauvais mari. Moi, c'est Donald Dédé C'est vrai. qui écrit ce matin. Les deux femmes... On bavade seulement. À 62 ans, il se réveille maintenant parce que le mode de vie a changé. Quand ses amis et collègues construisaient les maisons, il ne voyait pas. Le message n'est pas signé. Je ne suis pas d'accord avec vous car l'argent de la femme est celui du foyer. Lorsqu'un homme constate que sa femme s'occupe trop des charges domestiques, il devient lassiste et son argent devient celui de la boisson et de tout ce qui suit de mauvais. Ouais. Lydie. Non, finalement, vous dites quoi? Vous commencez par une affirmation et vous terminez par le contraire. Elle veut dire que parfois, quand la femme s'investit trop, l'homme devient... Non, elle dit il la- démissionne. C'est donc pour ça qu'elle s'est retirée, elle n'investit plus trop. Non, mais elle dit d'abord qu'elle n'est pas d'accord que l'argent de la femme, c'est l'argent de sa famille. Oui. Elle commence par réfuter cette affirmation de Bobo Oui. Bengan. Par la suite, elle dit que quand une femme donc S'investit dans autant, malheureusement, les hommes L'homme, c'est pour la démissionnent. bière. bon, finalement, Elle est donc- qu'est-ce qu'elle dit donc finalement? On doit trouver le juste milieu. Ah, d'accord. Par rapport à ce monsieur, je suis tout à fait claire, d'accord avec Karine, d'accord, car c'est pas à 60 ans que l'on prépare sa retraite. C'est vraiment pathétique de sa part. Donner l'argent à sa femme et garder ça, c'est du n'importe quoi. Pourquoi c'est du n'importe Message quoi? de- Pourquoi vous voulez déresponsabiliser les femmes? C'est incroyable. C'est rendre la femme complètement un être irresponsable. Monsieur Kamga, je pense que vous n'avez pas d'expérience. Vous verrez. Non. Bon. Jean-Paul Chouna. Non, mais attention. Mais vous savez, il peut ne pas être marié, mais il a... Dites aux femmes d'être Vous verrez. responsables. Dites aux Bon, femmes faut d'être... pas- moi, je suis La pas- femme, même si elle a un an, elle gère l'argent plus qu'un homme de 30 ans, cher ami. Vous allez constater, on vous parle du vécu, on ne vous parle pas des études Les philosophiques. vraies femmes sont précautionneuses, elles sont parcimonieuses, elles font même beaucoup d'économies, les vraies femmes. Oui. Non, mais on ne vous dit pas que cette femme a On n'a pas été... dit que... Cette femme, justement, elle a fait des économies, mais pour son compte à elle. Je veux dire qu'allez voir ce qu'elle a construit à son propre nom, Dans sa famille. Non, mais dans sa famille. c'est pour ça qu'on parle de malhonnêteté et d'égoïsme. En plus. C'est pour Donc, ça qu'on Pourquoi dit donc pourquoi vous que- insistez sur le fait que l'homme ait confié l'argent? Vous ne Non, dénoncez on pas dit- on ne une dénonce. femme irresponsable et malhonnête. Non, parce que nous connaissons d'en gros les 99% de cas de femmes. Que quand vous lui remettez l'argent, c'est son argent. Même quand vous lui dites que c'est pour la rentrée scolaire des enfants. Non. Pour Bon. quelqu'un, c'est pour payer Non, la pension. apportez-nous les statistiques pour qu'on Bon, comprenne. d'accord. Non. Essayez, nous Pourquoi préparons il n'y a la pas de rentrée. femme responsable? Vous êtes journaliste reporter, allez commencer le reportage dans les foyers, vous allez voir. Les hommes qui ont confié l'argent des rentrées scolaires à leurs épouses, qu'est-ce qu'il en est lorsqu'il faudrait que madame sorte l'argent pour l'achat des tenues, pour des... Vous verrez sur 100 femmes, 3 seulement vont sortir l'argent de manière normale. Non. Les 97 autres Je vont pense vous à dire beaucoup. que non. Je pense à Comme beaucoup. vous voyez, j'ai placé ça. Ah, Et attends, ma copine m'a dit de lui prêter... Non. Vous verrez, non, vous verrez. Vous verrez. Vous Donc, Moi, je peux verrez. vous confier, moi, ma voisine, ma mère, on lui remet de l'argent. Pour la rentrée, pour les fournitures, tout ça. Il n'y a jamais eu ce genre de problème. Elles sont parmi les 3 qui sont... Montrez-nous l'enquête C'est qui vous a sur permis de faire. on va continuer à lire les messages. Alors, la femme qui Marie. connaît gérer son foyer n'a pas besoin du salaire de son mari, car le salaire de son mari serait là pour la construction de leur maison et pour construire l'avenir de leur progéniture. Avec toute la confiance que j'ai pour ma femme, je lui ai déclaré mon salaire sans les avantages, donc juste ce qui reste après que le compte a été fractionné dans les différents comptes d'épargne de la famille.
C'est ça. C'est ce que ce je qu'on a dis. dit. C'est ce que nous avons dit ici. Voilà. Non, On ne dit pas tout. 70. On ne dit pas tout ça. Merci, cher ami. Mais ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Lui, il dit Ah, qu'il y a ok, des je sais que je avantages suis pas d'accord, qu'il met de alors. côté. Il dit qu'il Voilà. met de côté, mais On il donne l'observe. juste le solde final. Et de temps en temps, quand elle est bien parcimonieux, vous ajoutez 1000 francs. 1000 francs. Pouvoir. Pour voir si c'est ça. Si elle commence à être de papier, vous retirez. Bon, il y a un Parfois, conseil, elle demande pour t'assister. Hein. Monsieur Fopossi, il y a un conseil. Parfois, elle demande pour t'assister. Mais Attention, c'est parfois, vous. elle demande combien tu touches, chérie, pour t'assister. C'est pas Pour voir mauvais, si tu peux mais c'est t'assister vous qui jusqu'où contrôlez. tu peux faire des dépenses. Oui, mais c'est vous qui contrôlez en dernier ressort. Femmes, aidez vos maris quand vous avez la chance d'avoir un homme qui ait confiance en vous, s'il vous plaît. Veuillez ne pas le décevoir, car ainsi vous détruisez la chance d'une autre femme dans le futur à pouvoir gérer une telle situation comme il le faut. Conseil. D'accord. Merci. Très bien. Notre téléspectateur, ce monsieur n'a pas à accuser sa femme car en 32 ans de service, il aurait déjà demandé les comptes à sa femme pour construire avant d'aller en retraite. Hyacinthe Domili. Un autre, Non, c'est ce qu'on dit. On dit que ce n'est pas... Oui, on dit que lui-même, il a été un peu idiot. Ouais. Mais il faut davantage voir la femme. Vous Pourquoi vous avouez voulez- enfin qu'il a lui été idiot. Non, il a été un peu idiot. Non, ça, il je a le été reconnais. idiot, pas un peu. Ça, je le reconnais. Mais C'est le pas un problème, la source du problème ici, c'est la femme. Non, c'est Qui l'homme. fait en sorte qu'on dise qu'il n'y a que trois femmes dans le monde qui sont responsables. Attends, soyons On va sérieux. commencer à... Non. Elles sont responsables. Il faut faire... Voilà. Il faut la différence. Hein. Les femmes sont Les femmes responsables. sont responsables Elles sont avec leur responsables argent. avec leur argent. Et que Maintenant, quand si c'est- vous confiez votre argent à votre femme, n'est-ce pas, elle devait, ça va être pour elle. Non, soyons cohérents. Soit on est Non, je vous responsable, dis. soit on ne l'est pas. Non, mes Oh chers là amis. là. Non, oui. La femme Voilà. sait faire la La part des choses, chers amis. Je vous ai donné des exemples. Vérifiez ça aussi, vous allez constater. La femme est avec son propre enfant et son petit frère à la maison. Elle s'occupera de son petit frère et dira à son enfant, attends ton père. Oui, puisque son petit frère n'est pas, n'est Ah, pas le garant de elle est son frère. supposée élever les deux enfants comme ses propres enfants. Mais pourquoi l'homme le fait? Là, vous parlez des femmes indépendantes. Non, Il je faut vous que- parle des femmes en couple. Elle est mariée. Non, vous parlez des femmes dépendantes qui ne font rien. Ou alors qui font quelque chose mais qui sont égoïstes. Je qui ne vous peuvent dis, pas contre. même celles qui ont un salaire supérieur à celui de leur mari, elles se comportent. Le mariage est une rencontre de deux mains qui se rencontrent et qui se tiennent. C'est ça là le mariage. D'accord. Pas que c'est l'homme. Tout Ok, c'est l'homme. on va s'arrêter là, malheureusement, pour... C'est l'homme qui paie le câble, il paie l'électricité. Le jour où son salaire arrive en retard, tu attends 2 semaines pour qu'il vienne payer. Non, On attends. fait comment? Malheureusement, c'est ça le cas. C'est le cas aujourd'hui, malheureusement. Malheureusement, Donald, Non. je suis désolé de vous décevoir dans votre angélisme, mais Voilà. de nombreux hommes sont obligés de subir De ça subir ça. au quotidien. On va s'arrêter là, madame, messieurs. On va prendre tout de suite la revue des réseaux sociaux avec vous, Karine Sontia. Alors, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux ce matin, j'introduisais avec cette polémique autour de la rencontre de Munich qui se tiendra à partir de ce jour et ce jusqu'à dimanche 28 juillet à Munich, en Allemagne. Un forum organisé par la Cameroun Patriotic Diaspora, CPD, sous le thème l'urgence d'un dialogue national et d'une transition politique pour la paix et la réconciliation au Cameroun. Invités à cette rencontre des personnalités politiques et même de l'espace public comme Ellie Smith de la All Anglophone Conference, Maître Alice Com, Madame Edith Kawala, Maître Emmanuel Sim, Albert Moutoudou de l'UPC Manidem et le docteur Christopher Fomunio. Et depuis la publication de ce communiqué, la toile s'enlise et les pro-pouvoirs assimilent la présence de Maître Emmanuel Sim à Munich comme une complicité dans cette réunion taxée de rencontre insurrectionnelle. À cet effet, le porte-parole de Maurice Kamto a publié hier un communiqué dans lequel il informe que le MRC n'est pas associé ni de près ni de loin à cette rencontre et par la suite, Maître Emmanuel Sim a fait une mise au point dans laquelle il dit bien être à Munich en tant qu'avocat et non comme représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Voilà. Alors, ce qui est intéressant à décoder avec cette affaire, c'est qu'on se rend bien compte hein, qu'il y a une polémique qui est née ex nihilo, vraiment de rien. Et
je ne comprends pas pourquoi cette rencontre fait problème et suscite autant de démentis et autant de problèmes, parce que on voit très bien que les gens et les autres ont un malaise à accepter, à assumer leur présence à cette rencontre gabonienne. Pourquoi ça pose tant de problèmes? Parce que le problème qui se pose selon le thème, c'est est-ce qu'on peut parler de l'alternance au pouvoir au Cameroun? Voilà le problème. Est-ce qu'on accepte qu'on parle du changement de Paul Biya à la tête de l'État pendant qu'il est encore vivant? C'est ça le problème qui se pose. Est-ce que c'est interdit? Moi je dis, est-ce que c'est interdit de commencer à parler de l'alternance au sommet de l'État? Oui. C'est pas interdit. Alors justement, voilà, il s'agit du Cameroun. Oui, c'est pas interdit. Et surtout, ils ont dit, moi je soutiens l'alternance sans violence. Parce que précisément... Des transitions démocratiques. Des transitions démocratiques. Oui. Et, or, ici, la polémique vient en ceci que les gens font exprès de, comment je veux dire, de créer des divisions au sein du MRC. Je vous ai dit, parce qu'il y a des gens au sein du Sérail qui vont amener l'upécisation au sein du MRC. C'est-à-dire, on voudrait que les militants du MRC commencent à se méfier entre eux. Mais malheureusement, il semble qu'eux aussi, ils s'engouffrent dans cette brèche-là, malheureusement. Oui. Donc, ils doivent se rendre à l'évidence que c'est comme ça qu'on commence à diviser les partis politiques. Comme on l'a fait aussi Pipi, on l'a fait, voilà, au Manidem, absolument. Oui. Au SDF aussi. Au SDF. Donc, c'est ça le problème, l'enjeu. Oui. Donc, le pouvoir voudrait qu'il y ait au moins 2 factions du MRC qui ne parlent pas de même voix. Au moins 2. Et là, on viendra malheureusement. Mais le problème de l'alternance au sommet de l'État s'est posé dès la première élection multipartiste en octobre 92. Et Moukoko Priso l'a très bien exprimé dans un de ses livres, Cameroun, la transition démocratique dans l'impasse. Et lui, il avait d'ailleurs bien fait d'écrire Cameroun avec K et Cameroun avec C. Et là, c'est en 93 chez l'Harmattan. Voilà, nous en sommes aujourd'hui. Et même en 93, la même année, je pense que Jeune Afrique Économie avait fait un article signé d'un certain Malia qui avait dit qu'au sein même du Sérail, des réunions s'étaient tenues à Yaoundé, où le Sérail, on avait dit que dans les conditions actuelles, est-ce que le président Biya est encore à mesure de gérer l'état de pouvoir? Ça, c'est le Sérail. Donc, et il y a même cité les noms qui étaient donc, en fait, ça ne devrait pas être un tabou. On ne devrait pas. Ce n'est pas parce que là-bas, il y a certains compatriotes qui ont fait des événements malheureux qu'on a connus juste après la présidentielle et tout, quand on va parler de ceci, on va commencer à diaboliser tout le monde. Mais malheureusement, il y a dans le document aucun moment où la base est concernée par cette rencontre. Donc même si c'était ça, il n'existe pas au monde un parti du territoire qui est consacré aux méchants et un parti qui est consacré aux bons. Donc, aux bonnes personnes. Nous sommes tous dans un même. C'est pour cette raison que c'est normal que les Camerounais commencent à se parler. Et parce qu'on nous a menés à ne pas nous parler aujourd'hui. Et je termine en disant, peut-être qu'ils n'ont pas encore rendu public les déclarations. L'Allemagne est pour le fédéralisme au Cameroun. Ça viendra. Pour le moment, c'est encore, ça reste confidentiel dans le cadre diplomatique, parce que les États-Unis ont rendu public leurs options et tout, mais sachez que l'Allemagne, elle aussi, elle est pour l'alternance au pouvoir, mais sans violence, comme on dit, l'alternance au sommet de l'État de manière démocratique, mais son option du Cameroun, c'est le fédéralisme. D'accord. En tout cas, on voit très bien qu'il y a ceux qui souhaitent le statu quo au Cameroun, le statu quo, comme on dit, et que l'alternance pour eux est un faux débat, est un non-événement, et qu'on ne devrait pas justement en parler puisque ça relève du tabou. Comme vous le voyez, c'est pourquoi il y a donc cette levée de boucliers autour de ces initiatives. Alors Donald, est-ce que vous comprenez vous aussi pourquoi cette affaire fait polémique? Oui, tout à fait, je comprends. Je voulais d'abord faire quelques préliminaires. De première chose, sur les participants. Les organisateurs ou les participants? D'abord les participants. Oui. Karine a énuméré tout à l'heure ceux qui prennent part, mais elle a oublié de citer David Aboué Machoui, qui est
un éminent membre de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Oui. Je ne sais pas s'il y est, mais j'apprends qu'il a été invité. Oui. Il a été lui aussi invité, mais est-ce qu'il y sera? C'est la grande question. Voilà. Oui. Donc, comme l'honorable député Jean-Michel Hicheux a été également invité, mais il a décliné l'invitation. Donc, le fait, inutile de rappeler que David Taban-Achoué, c'est un ancien secrétaire général de la présidence de la République, ancien gouverneur, oui. Et donc, il est du Sérail. Et rapporteur de la commission sur le problème anglophone en 79. Absolument. Je faisais ce rappel pour que on voit bien qu'il y a une présomption de bonne foi de ceux qui organisent. Il n'y a pas une volonté d'exclusion. Parce que si on cite Edith Kaban-Voilà, on cite Alice Com, dont on connaît les idées, on cite Maître Emmanuel Sim, Christophe Fomonio de la NDI, oui. Et d'autres personnalités qui sont davantage de la société civile et de l'opposition. On peut avoir l'impression que ceux qui organisent ont exclu le pouvoir. On voit bien qu'il y a une volonté d'inclusion, ne serait-ce qu'à partir de ceux qui sont invités. Première chose. Deuxième chose, je comprends cette polémique sur la participation du MRC. J'ai lu les communiqués. On peut évidemment penser en parcourant ce qui s'est dit jusqu'ici, qu'il y a un débat en interne au MRC sur la participation, la pertinence d'une participation ou pas. Mais je ne trouve pas cela proprement scandaleux parce que une formation politique, au sein d'une formation politique, il peut y avoir des débats en interne, des désaccords même, des dissensions quand c'est plus grave. Oui, mais sauf que là, c'est clairement affiché. Un couac, comme on dit. C'est un couac. Ça veut dire que le troisième vice-président, je vous dis que la chronologie hier encore. Tout à fait. Hier encore la chronologie, moi j'ai été un tout petit peu emporté par ça. Quand l'information sort sur cette rencontre et que tout le monde commence à dire « Oh voilà, le MRC est dans l'insurrection, le MRC », moi je suis étonné. Même la photo qu'on montre Maître Sim à l'aéroport avec une personne, je me dis non, sûrement c'est une vieille photo. Sûrement, c'est pas une photo prise là, parce que Maître Sim, moi je l'ai eu au téléphone avant-hier matin. Donc pour moi, il est impossible que ce soit physiquement à Munich et en Allemagne à l'heure où la polémique est en train de poindre. C'est pas la suite que le communiqué du porte-parole de Boris Kamto sort. Je me dis, attention, ça veut dire que sûrement que la photo là est une photo réelle. Ah, ben jusque-là, je me dis non. Sûrement, il veut faire taire tout ce qui est autour. C'est donc quand Maître Sim fait lui-même sa mise au point, je dis, attention, là, ce parti est en train de se faire piéger. Là, et là, on est en train de voir qu'effectivement, on n'est plus sur le débat. Est-ce que le MRC est un parti insurrectionnel? On est sur le débat, le MRC est divisé. Ceux qui ont lancé ça ont réussi, malheureusement, leur objectif. Non, je voulais dire que les sorties que j'ai pu lire jusqu'ici montrent qu'il y a au sein du parti un débat sur la pertinence d'y prendre part ou non. Pour moi, ce n'est pas scandaleux, puisque j'estime, on me démentira si c'est faux, qu'un parti politique, c'est le laboratoire de la pensée. Que les gens doivent y débattre, faire des propositions. C'est pour ça que dans les partis politiques... Mais ça, c'est en interne. Mais ça, évidemment. Pas la face publique. Voilà. En interne. Oui. Évidemment, pour des objectifs politiques, politiciens, les adversaires politiques peuvent récupérer ça à leur fin. Oui. Et déformer ça comme une... C'est cette exagération qui peut poser problème. Deuxième chose, sur ceux qui organisent la rencontre. Il y a la basse déguisée. Bon, jusqu'ici, comme on a dit, je n'ai pas encore pu vérifier que c'est la brigade anti-Sadina. Et si jamais c'est la brigade anti-Sadina, je ne vois pas en quoi ce sont des criminels qu'il faut à tout prix assassiner, entre guillemets. Ce groupe est un groupe qui s'est constitué autour, pendant la période de la présidentielle et qui est aussi le régime. Ce sont des Camerounais qui jusqu'ici n'ont pas encore pris les armes. Leur méthode d'action. Ils ont quand même saccagé les ambassades. C'est répréhensible ça quand même. C'est répréhensible évidemment. Donc c'est normal. Je voulais parler de ça. C'est normal qu'on puisse évidemment chercher à se désolidariser. J'en venais. Je disais, ce sont des Camerounais qui parlent de l'alternance, qui sont soucieux comme d'autres Camerounais de l'alternance au sommet de l'État. Maintenant, leurs méthodes sont fortement contestables. La façon dont ils procèdent est fortement contestable. Là, on ne peut pas ne pas le dire. Mais
on ne peut pas diaboliser les Camerounais parce qu'ils parlent de l'alternance. On ne peut pas diaboliser les Camerounais sur le simple fait qu'ils parlent de l'alternance. Et puis je vois les thématiques, dialogue, paix, réconciliation, transition. Il me semble que c'est le thème de la transition qui dérange davantage à Yaoundé. Pas forcément. Il y a aussi le fait qu'ils disent qu'à Yaoundé, il y a un régime dictatorial qui pose problème aussi. Tout cela ne sont pas des sujets qui ne doivent pas faire l'objet de débat. Pourquoi vous considérez que le fait de dénoncer les dérives d'un pouvoir qui sont visibles est en soi criminel? Pourquoi vous estimez que débattre, parler de la transition politique? Écoutez, la transition est dans tous les salons sautrés de Yaoundé. C'est pas moi qui dois vous l'apprendre. La grande question, Donald, c'est que justement, j'ai posé la question, est-ce que vous comprenez la polémique? Moi, personnellement, je ne la comprends pas. Parce que tout ce qui a été dit autour de cette rencontre était tout à fait des choses fausses. Et c'est pourquoi cette organisation, la Cameroun Patriotique Diaspora, a fait un communiqué pour remettre les choses à l'endroit. Absolument. Et dit clairement que leur rencontre ne vise en aucun cas de préparer une insurrection au Cameroun. Absolument. C'est ce qui avait été vendu jusqu'ici par les pro-régimes qui disaient non, cette rencontre c'est pour mettre en fait un dispositif pour préparer un soulèvement de prise de pouvoir par la rue au Cameroun. Donc maintenant quand on déroule ça, nous ce que nous ne comprenons pas c'est que pourquoi avec ce démenti que fait justement cette organisation et tout le monde est d'accord que ce qu'ils vont faire c'est noble, pourquoi le MRC voit en ça quelque chose de nauséabond? C'est ça que je dis. Est-ce que vous comprenez la polémique de ça, justement? Si vous dites que vous ne comprenez pas la polémique, c'est que vous ne comprenez pas l'environnement politique national. Cet environnement, ça signifie que les tenants du pouvoir ont intérêt à ce que les Camerounais perçoivent la transition comme un crime de lèse-majesté et un thème réservé dont il ne faut pas parler, et que tous ceux qui en parlent soient considérés comme des criminels ou des ennemis de la République. C'est en cela que je comprends la polémique. Non, mais ma question est ceci, pourquoi est-ce que la polémique du MRC, pas pour le pouvoir, pourquoi le MRC, avec tout ce qui est bien, se désolidarise? Pourquoi est-ce que le maître Sim dit qu'il est là en tant qu'avocat et pas en tant que vice-président du MRC? Pourquoi le MRC ne veut pas qu'on l'associe à cette organisation qui, à mon sens, est presque dans sa logique, justement? Ça peut être une stratégie interne au parti. Moi, je n'en sais rien. Non, on n'aurait pas pu sortir des communiqués. De là, je pense que la question d'Éric, s'il faudrait qu'on se comprenne, moi, je peux vous ramener dans le champ ivoirien. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Front populaire ivoirien lorsque Gbagbo et son épouse avaient été arrêtés? Vous avez vu deux factions. L'autre de Afin-Guesson était même proche du pouvoir, considéré comme modéré. Et l'autre de Sangaré était considéré. Voilà, c'est la même chose qui risque de se passer ici. Et c'est pour cette raison, je suis sûr, convaincu, que c'est pour cette raison que l'honorable Nietzsche n'a pas voulu se déplacer. Comment peut-il y aller en enlevant l'étiquette qu'il est député SDF? Comment va-t-on l'apprécier au sein du parti? Justement, c'est ce que je dirais que c'est malheureux pour le MRC d'avoir rendu à cela. C'est-à-dire qu'en interne, on aurait pu dire non, Maître Simva, toi seul, tu feras le communiqué là-bas en disant que ce n'est pas le MRC qui est. Tu es comme avocat. Ça veut dire que les éléments qu'il apporte, le parti peut en profiter. Voilà. Mais dès lors qu'eux-mêmes, ils entrent dans ce débat-là, ça veut dire qu'en fait, ils sont en train d'acter la division en leur sein. Et c'est ça qui risque d'être dangereux. Et c'est ce que je soupçonne être une UPCisation de MRC qui va réussir son coup, et que le pouvoir a réussi son coup. Parce que c'est quand même terrible. Parce que je me serais attendu, si cette rencontre avait effectivement été une rencontre avec un objet indécent, entre guillemets, j'aurais compris ce communiqué-là. Mais quand on regarde l'objet de la rencontre, c'est une rencontre normale. Il n'y a rien de grave de parler de la transition, de parler de tout ce qu'il y a à parler.
Bon, peut-être Oui, que mais- le problème, c'est que jusqu'ici, on associe le MRC à tout ce qui se passe de l'autre côté, à toutes les manifestations, peut-être. Oui, le MRC, mais- ici, mais- ne mais- veut On pas aurait donc donner dit une à raison l'interne, de plus. à Maître Sim, que non, fais ton communiqué en disant que tu es là-bas comme avocat. tant qu'avocat. En tant Lui, qu'avocat, s'il y a deux il n'y aurait communiqués. pas eu d'autre communiqué. Oui, mais sauf que comment vous allez Mais donc... voilà. Non, bon, vous pas dire Voilà, ça. parce mais que- je veux dire c'est que que- même si non, c'est le ça, problème, pas c'est que c'est que, non, le problème, seulement c'est que c'est l'avocat. pas Maître Sim qui était Mais invité pourquoi au ne pas départ. assumer Voilà. une C'est fois? Monsieur Mota qui était invité au départ. Voilà. C'est face à son indisponibilité, Voilà. parce qu'actuellement en détention, qu'on s'est rabattu Ça sur veut Maître dire Sim. que le MRC Mota était même, invité. voilà. Donc, Et ils c'est avaient ça validé. le véritable problème. Donc, il faut bien comprendre qu'actuellement, il y a quelque chose qui ne va pas Oui, oui. sur ce quoi de communication, parce que le communiqué de Maître Sim aurait juste suffi à lui seul à gérer ça. Justement. Le communiqué de la journée disant que le MRC n'a envoyé personne à Munich est, comme est un véritable, on va dire, un problème Un problème, pour Maître Sim absolument. qui est allé. Non, mais Oui. sachez aussi qu'en termes de préséance, Maître Sim est le 4e vice-président. Troisième. Le 4e. Et Tyrann, Le troisième, puisque M. Mota est premier, Tigane Noir est deuxième, il est troisième. Maître Sim. Ah, ok. Oui. Oui, il est le 3e ou le 4e. C'est le Troisième. troisième. Bon. Non, attention. Qui préside actuellement? C'est Tyrann 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 Noir. Noir. Les deuxièmes. Et deuxième vice-président. Et lui, il est troisième. Il y a un Bon, président, un premier vice. Comment vous... Oui, oui, bon, je me suis amené pour les pédales. Non, je veux dire que, non, en interne, il y a un débat sur prendre part ou pas à cette rencontre. Absolument. Peut-être que pour des questions de stratégie, le MSC a souhaité que la participation se fasse hors des caméras et ainsi de suite. Pour des questions qui lui sont propres, oui. Et que donc maintenant, comme c'est public, c'est la gestion de la communication autour de cela qui pose problème. Non, il y aura une gestion politique que le pouvoir va capitaliser malheureusement. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Maître Sim, on ne sait pas évidemment dans quel état d'esprit il est actuellement. Voilà, Il a justement. fait sa Il est mise un au peu point. comme désavoué. A-t-il fait sa mise au point sous la contrainte d'état-major du MRC qui lui a dit, écoute mon gars, tu es à Munich déjà, c'est mauvais, fais-nous un communiqué, fais-nous une mise au point, il y a Voilà. pas de mise au point. Soit la mise au point qu'il a faite était suffisante, soit en journée, le communiqué du porte-parole était vraiment inutile. En journée, il aurait dû simplement se taire en journée et gérer cette affaire plus calmement. Ça donnait du grain à moudre. Voilà, la précision que vous voulez faire Aucun tout à l'heure, enfant. c'était que Tyrann Noir étant la deuxième vice-présidente, donc on pense qu'elle aurait été la personne indiquée pour présenter le parti, pour aller à cette rencontre, par exemple. Non, ce sont les organisateurs qui invitent. Pourquoi on invite Nietzsche alors qu'il n'est même pas Non, vice-président puisque de Eric nous indique qu'au départ, c'est Mamadou Mouta qui est le premier vice-président. Il Qui a est été indisponible. invité. Deuxième, à l'absence de... face à l'indisponibilité de Mamadou Mouta, Ceux qui organisaient auraient dû inviter aurait Tyrann dû- Noir. en termes de Non, préséance. mais ce n'ont pas vu pas en une termes de question C'est de pour ça que je préséance. vous dis, au SDF, pourquoi n'ont pas procédé par préséance? Oh, ils observent, c'est des Camerounais comme vous et moi qui observent le jeu politique. Ça, c'est une tendance que j'ai lue. Voilà. Oui, mais c'est une tendance qui doit encore faire des Donald classes en explique ça pour politique. dire que, en fait, Oui, je pour comprends. conforter, pour dire que dans l'esprit des organisateurs, ce n'était pas le MRC qu'ils invitaient. Eux, ils invitaient des personnalités bien Absolument, précises. voilà. C'est ce qu'il veut dire. Donc, C'est absolument. Si c'était le MRC, ils auraient donc dû inviter. Ou demander au MRC, face à l'indisponibilité du premier vice-président, vous nous Proposez-nous proposez un quelqu'un. candidat. Oui, C'est ce qu'il voulait dire. Oui, ça corrobore aussi votre. Vous comprenez pourquoi Et tout à ça, l'heure... et ça va après ce que j'ai dit. Vous avez raison, je reconnais. Tout à fait. Voilà. On va passer. Ce que vous voulez dire tout à l'heure, c'est qu'avant Sim, il y a quelqu'un, avant Sim, qui est Tyrann Noir. Oui. Et donc, Et en que termes de préséance, elle c'est aurait elle dû, qui aurait dû- d'après la tendance que j'ai lue, certains pensent qu'elle aurait pu être celle qui est partie. Oui, donc ça confirme que le MRC n'y est pas invité. Absolument. que- Nous parlons des personnes. Nous parlons Et que Maître Sim y est en personne. Oui, Non. Est qualité et comme entité personnée et pas au nom du parti. Alors, on va terminer, Karine. Le Continuez. ministre de l'Enseignement secondaire a annoncé hier dans un communiqué que les paiements des frais exigibles pour l'année scolaire 2019-2020
débuteront voilà, le 5 août prochain et plusieurs opérateurs sont cités pour le paiement par voie électronique. Je ne vais pas les citer ici, mais la FOCACO, Fondation Camerounaise des consommateurs, dénonce cette décision qui exclut 2 autres opérateurs conformément à la loi cadre numéro 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun qui, selon la Fondation Camerounaise des consommateurs, fausse le jeu de la concurrence. Alors, ce pays est très compliqué. Quand on le dit ici, on croit toujours que nous sommes des varatologues. C'est quand même tout à fait inquiétant de voir que Madame le ministre des enseignements secondaires sort son communiqué sur le paiement électronique. Et il semble qu'il y ait 2 opérateurs qui ne sont pas concernés pour des raisons qu'on ne maîtrise pas très bien, puisqu'il n'y a pas eu un communiqué pour dire pourquoi effectivement. On dit simplement qu'ils seront appelés à d'autres tâches avec le ministère. Un opérateur. Oui, un opérateur. Non, ils sont 2. On cite un opérateur, mais il y a 2 autres. Il y a Orange et Yop qui ne sont pas cités. Ils ont cité ce temps-là. Il y a MTN. Ce sont ces 2-là qui ne sont pas cités. Mais est-ce qu'il y a Camtel? Non. Il n'y a pas. Justement, Camtel fait les paiements en ligne. Camtel et Yop, non pas. Mais Campos, ils font la téléphonie mobile, attention. Camtel en sera fini. Mais pas de paiement mobile. Mais attendez. Ça devrait être possible. Tout à l'heure, j'ai dit un opérateur parce que si vous mettez Yop et Camtel ils n'ont pas de pénétration. Et non. Orange, Yop et les autres n'ont pas de pénétration du marché qui puisse permettre de mailler l'ensemble du territoire national. Non, vraiment? Donc ça veut donc dire que la Fondation a raison. La Fondation a raison. Au contraire, Yop et Orange sont 2 bien ancrés. Sont ceux qui sont les plus ancrés actuellement. Ça veut dire que c'est ça le problème, parce que c'est ça qui pose avec la Fondation, c'est qu'elle estime que les parents qui n'ont que Orange ou qui n'ont que Yop auront des soucis pour payer la pension des enfants. En termes de part de marché, il faut possible. Pas en termes de part de marché. Nous ne sommes pas en train d'analyser les marchés ici. Nous, c'est les parents que vous soyez, à payer. Quel que soit votre opérateur, vous devez être en mesure de payer. Oui. C'est ce que dit la Fondation. Et je pense qu'elle a raison. Voilà. Je vais reprendre. Si vous avez seulement un opérateur qui n'est pas choisi parmi vous, allez faire l'abonnement vers l'autre pour venir uniquement pour payer. En fait, c'est qu'on va obliger les gens à s'abonner ailleurs. Et pourtant, eux, ils n'avaient pas au départ l'intention de s'abonner là-bas. Voilà ce que dit la FOCACO. Les parents devront payer les 10 frais par voie électronique à travers un opérateur de leur choix et proche de leur localité. Ça, c'est ce qui est dans le communiqué de Madame le ministre. Donc, ça veut dire que ces 2-là, si ce sont seulement les seuls opérateurs que les parents ont, comment est-ce qu'ils vont faire? Ils s'abonnent ailleurs. Oui, ça pose pas. Donc, on les oblige à s'abonner. Absolument. Et si dans ce village, il n'y a que les 2. Voilà, sur le plan, on regarde sur cette affaire. Oui, je pense que le ministre, c'est une autorité gouvernementale. Oui. Si vous voulez donc réunir, il fallait de manière d'autorité décider que ce soit Campos, puisque c'est public. Il dit que mes établissements sont publics. Je vous contrains tout le monde à faire les versements dans un établissement public qui est Campos. Ça se comprendrait. Oui. Maintenant, quand vous choisissez, mettez tout le monde, à ce moment, vous dites l'opérateur de votre choix. C'est au département ministériel en question de procéder par des négociations avec tous les opérateurs pour que le parent, où qu'il soit abonné, puisse procéder à ces inscriptions-là. Donc, le fait de sélectionner certains au profit des autres, ça laisse soupçonner qu'il y a des magouilles, il y a des commissions de ceci à prendre. Oui, parce que pourquoi favoriser les uns et pas les autres. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que l'opérateur en question qui est cité a géré les résultats du baccalauréat et du probatoire avec le numéro 80-70 là. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on est en train de lui refuser justement de gérer ça? On ne devrait donc pas être dans les pourquoi. C'est-à-dire que ce soit pour les examens de l'office de baccalauréat, on lance, comment vous appelez ça, un appel d'offres. Si c'est cet opérateur qui gagne, on sait qu'il a gagné l'appel d'offres. Si pour les inscriptions, autre appel d'offres, mais si elle ne veut pas procéder par les appels d'offres, autant prendre tout le monde. Mais pourquoi? Moi, je pose une question. Elle a sectionné le marché en disant, toi, tu es ici, je te mets là, je te mets là. Moi, je pose une question. Pourquoi on nous trimballe tant dans ce pays? Quel problème avait le paiement
qu'on partait Chez les dans intendants. on partait chez les intendants du lycée, on payait. Ça avait quel problème? Pourquoi on change, on nous amène ces histoires? Le président de la République a demandé aux Camerounais de se débrouiller. Le ministre de la fonction publique de la réforme administrative de 1992, il s'appelait Sali Daïrou. Quand il a demandé aux fonctionnaires qu'ils pouvaient faire les affaires. Donc, vous vous débrouillez. Et ça, parce qu'on savait, on les préparait à la coupe des salaires et à la qui allait arriver. D'accord. Donc, le ministre se débrouille. D'accord. Il se débrouille à répartir. Là, les opérateurs, ils négocient. Il peut donner des marchés de gré à gré. Voilà. Ok. Bon, Donald, quelle est votre lecture? Il me souvient qu'il y a des proviseurs dans ce pays qui ont été en difficulté pour avoir indélicatement manipulé les frais exigibles et tout ce que vous savez autour de la scolarité, paiement de frais de scolarité. Dans le but de prévenir ces dérapages, le ministère des enseignements secondaires a trouvé bon de numériser, si vous voulez, le paiement avec l'implication de ces opérateurs de téléphonie mobile. Maintenant, il semble que dans la mise en œuvre, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de ratés. J'ai appris qu'il y a eu un séminaire de formation et d'information des acteurs impliqués dans le processus, notamment les proviseurs, les intendants, et ainsi de suite, pour savoir, pour fixer les uns les autres sur leur rôle, qui fait quoi, à quel moment exactement, pour que les parents ne soient plus embrouillés, comme ça a été le cas lors de la première expérience de cette innovation l'an dernier. Mais quand on fait des proviseurs qui se sont amusés à diffuser l'argent, donc ce n'est pas là le problème, puisqu'on peut vous punir si vous avez distrait les fonds publics. L'autre problème de l'année qui vient de se passer, c'est moins ce que vous avez cité, c'est davantage le fait que on a unifié, comment on devait dire ça, unifié les caisses uniques. Lorsqu'il fallait rétrocéder cet argent pour que chaque chef d'établissement au nord achète les registres, pour l'infirmerie, ainsi de suite, ils ont fait la queue partout. Et cet argent était introuvable. Y compris parce qu'on avait même compris le fait d'AIP était allé dans cette caisse unique. Bon, qu'est-ce que l'État veut en ramassant tout cet argent et en défendant? Au moment où on parlait de la décentralisation, apparemment, le ministère des enseignements secondaires a aussi procédé par le transfert des ressources et des compétences. C'est ça. Donc il n'y a que des incongruités dans ce gouvernement de renouveau. L'autre question qui vous allez justifier des trucs. Quand un proviseur a distrait le fonds, le ministre sait ce qu'il faut faire. Alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, l'État, le petit pas d'autorité, oui, avec Camtel qui est une entreprise étatique, voilà, tout à fait. Crée-moi un paiement mobile uniquement, je veux dire, voilà, juste pour ces frais-là. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire comme ça? Parce que on ouvre en début d'année et après on ferme. Oui, tout à l'heure, je n'ai pas terminé. Il y a un autre élément, c'est que il me semble que des marchés publics d'un certain montant, je crois que c'est 15 millions, j'espère que je me trompe pas. J'espère 4-9 demandes de la période d'offre. Voilà. Au-delà de 4-9 demandes. Exactement. Oui. Donc, il me semble que pour ce marché-ci, je ne sais pas si les procédures ont été respectées parce que Madame le ministre s'est assise à Yaoundé a décidé que toi, tu fais ceci. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle n'a pas fait d'appel d'offres. Même si on numérise, j'ai dit que la mise en œuvre de cette innovation entraîne des incompréhensions et ainsi de suite. Même si on numérise le processus, il y a tout de même que la centralisation des fonds au niveau de Yaoundé sera toujours gérée par des fonctionnaires, par des personnes qui vont d'une façon ou d'une autre manipuler cet argent. Donc il faut, le problème c'est la lutte contre l'impunité. Non, pas forcément, parce que avec ça, le seul souci avec ça, c'est comme vous avez dit, comment se fait le choix des entreprises qu'on implique dans la récolte de l'argent. Oui, mais il n'y a pas que ce problème. Je voulais chuter en disant, Mora a parlé de la décentralisation tout à l'heure. Effectivement, parmi les problèmes soulevés l'an dernier, il y avait que les établissements scolaires étaient paralysés. Plusieurs médias en ont parlé. Exsangues. Les proviseurs manquaient le moindre pépec pour gérer même des tâches, des activités courantes au sein de la les enseignants vacataires dans ces lycées-là que c'est une contradiction au discours officiel sur la décentralisation. Très bien.
Alors, Dominique Audrey, un mot là-dessus? Bah, juste que pour moi, il faudrait qu'on laisse l'ancien système parce qu'il y a des villages reculés où les gens n'ont même pas d'électricité, n'ont pas de téléphone. Comment est-ce qu'on va faire pour payer, pour inscrire les enfants là-bas? Oui, la poste, la poste est partout. La poste est le transport de nuit pour aller en voler et rentrer. Oui, ils vont payer sur leur téléphone. On charge le téléphone sans crédit. D'accord, merci infiniment. On va s'arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux, madame, messieurs. On va aller au plateau B où Consti Lamine est en place. Consti, bonjour. Oui, bonjour Eric. Bonjour à tous les clients du concept Salaka et surtout bonjour à tous les partenaires du concept Salaka. Et parlant bien sûr des partenaires, je parlerai ce matin de la plus belle des manières, de notre partenaire qui assure le transport et l'expédition de toutes les commandes du côté bien sûr de Yaoundé. C'est bien entendu United Express. Et ce matin, tous ceux qui vont commander la poêlerette Copper, que ce soit du côté de Yaoundé ou du côté de Douala, vont recevoir une réduction spéciale, non seulement sur la poêlerette Copper, mais également sur leur ticket de voyage Douala Yaoundé, Douala ou Yaoundé Douala. Donc à vous de choisir. Donc les clients qui sont du côté de Yaoundé et qui vont commander à l'instant où je vous parle la poêlerette Copper pour le compte de ce week-end. Donc c'est valable uniquement aujourd'hui et demain parce que le magasin 1001 Tapis n'est pas ouvert le dimanche. Nous sommes ouverts encore demain samedi. Donc vous qui êtes à Yaoundé, dès que vous commandez la poêlerette Copper, quand on viendra vous livrer la poêlerette Copper, on vous donnera le numéro de téléphone du chef d'agence, M. Thomas, le numéro de téléphone du directeur général, M. Paul de United Express, et vous allez recevoir une réduction sur votre ticket de voyage du côté de United Express. Ceux de Douala recevront également le même avantage. Il faut rappeler que nous sommes du côté d'Aqua, en face Aqua Palace, et à Yaoundé, l'agence United est du côté de Essos. C'est donc l'occasion pour moi d'inviter tous les clients qui n'ont pas encore la poêlerette Copper de profiter de cette offre spéciale parce que United Express a décidé de nous accompagner pour le compte de ce matin. C'est donc l'occasion pourquoi je demande à tous les clients qui me regardent en ce moment, prenez vos téléphones portables, passez la commande d'une poêle. Elle coûte normalement 14 000 francs, mais vous l'avez aujourd'hui jusqu'au 31 juillet à 13 000 francs la poêlerette Copper. Mbala Lobaï, Maniakamalamo, courez rapidement. Et en plus, vous achetez la poêlerette Copper, vous recevez un ticket, un bon de réduction sur votre ticket de voyage Douala Yaoundé par United Express. Donc c'est l'occasion de courir dès à présent et de commander la poêlerette Copper. Vous savez très bien que le concept Salaka ne manque pas. Ce que nous disons, nous le réalisons. La preuve en est, la semaine passée, ils étaient nombreux à bénéficier des parapluies, des savons, des réductions au magasin 1001 Tapis. Cette semaine, nous revenons ce vendredi avec un cadeau spécial. Vous voulez voyager, profitez de l'achat d'une poêlerette Copper pour gagner plusieurs lots par notre partenaire. À côté bien sûr de la poêlerette Copper, vous avez également ces gants de cuisine, super gants. Oh là là, regardez, ça s'enfile bel et bien. Ça s'enfile de cette façon, regardez là. Regardez, on va le faire en direct à l'antenne. Est-ce qu'on peut voir, c'est-à-dire la pratique en direct à l'antenne s'il vous plaît? Voilà donc les gants de cuisine que vous appliquerez, que vous allez bien, voilà, regardez là, c'est déjà là. Vous tenez la marmite qui est en pleine cuisson, vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez retirer les aliments en pleine cuisson sans se brûler. Oh là 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 là, super gants, quelle beauté, quelle facilité. Vous l'avez normalement à 5 000, une paire de gants. Mais comme j'ai dit qu'au magasin 1001 Tapis, il y a la double réduction. Jusqu'au 31 juillet, vous achèterez cette paire de gants à 4 000 francs. Et aujourd'hui et demain, tous ceux qui vont commander la paire de gants, je préfère encore le redire, vont recevoir une réduction spéciale sur leur ticket de voyage avec United Express. C'est valable uniquement pour les clients de Salaka. Je dis bien c'est uniquement pour les clients de Salaka. Donc venez au magasin 1001 Tapis ou commandez dès à présent votre poêlerette Copper et votre paire de gants. Et ceux qui ont besoin de l'ensemble de la poêlerette Copper et de la paire de gants, au lieu de 19 000 francs, vous l'achèterez à 16 500 francs. Au lieu de 16 500 francs, vous les achèterez à 15 500 francs. Ces deux articles du côté du magasin 1001 Tapis. Une fois de plus, merci à nos partenaires. Merci à M. Thomas. Merci à M. Paul de United Express du côté de Yaoundé et de Douala.
Merci Consti Lamine. Madame, Messieurs, merci de rester avec nous sur Equinox Télévision. Voici Interpellation. On regarde l'élément et ensuite les commentaires. Ouais, notre pays a beaucoup de critères. D'abord, le séjour des étrangers. Qu'on paye 120 000 en 2 ans, c'est 5 000 francs par mois, ça ne résout pas le problème des Camerounais. Le deuxième volet, c'est que tous ces étrangers qui exercent des quincailleries au Cameroun, au lieu de faire l'exploitation de leurs ressortissants en domaine d'esclavage, ils doivent employer les Camerounais. Quand un ministère du Commerce connaît déjà qu'un Biafra une boutique à plus de 10 millions, on doit employer les Camerounais pour que les jeunesses travaillent. C'est d'abord ça le fait de lance du Cameroun. Avant de voir toutes ces spéculations qu'on donne au Cameroun pour rien. Un Camerounais ne vit pas chez lui. Tu veux louer une maison, une boutique, un étranger vient le louer la boutique. Il faut que l'État se base sur ça. Ça, c'est mon intervention. Si nous étions en France, nous parlerions du Front National de Marine Le Pen et on nous dirait, on aurait dit que nous sommes des xénophobes, que nous sommes des nationalistes purs, durs, que nous voulons qu'il y ait la préférence et la priorité nationale pour ces nombreux étrangers sur le sol camerounais qui sont très bien traités, on va le dire comme ça, le Cameroun étant un pays très hospitalier, ça tout le monde le sait, qui a une hospitalité, c'est pas le terme est utilisé avec hospitalier, c'est ça, c'est vrai? Non, on dit un pays hospitalier. Ok, d'accord. Bon, sur cette hospitalier. Non, c'est plus que l'hospitalité. Oui. C'est plus. Qu'en fait, vous avez un problème ça veut dire que, avec que nous sommes mougous. C'est exagéré, c'est même de ridicule pour les Camerounais. Ça veut dire que nos autorités, vous avez un problème avec un étranger, sachez déjà que vous avez tort quand vous y arrivez. Que ce soit au commissariat, la gendarmerie. Mais il n'aura pas de l'argent, 120 000 ans. Ah d'accord, c'est ça. À ce moment donc, vous voyez comment même les Chinois nous tabassent ici. Et quand c'est le chef de l'État lui-même qui va dire, qui va négocier même jusqu'aux manœuvres turques pour venir travailler ici, ça veut dire que même les maçons camerounais, les simples tâcherons ne peuvent pas travailler. D'accord. Et dites-vous, les Biafrais, ils sont des maîtres ici au Cameroun. Vous ne pouvez pas avoir un problème avec eux et espérer gagner. Les Maliens aussi. Même les Maliens, les Nigériens qui ont les boutiques là au quartier, que ce soit les cafés ou les échoppes. D'ailleurs, ils sont les leaders en la matière. Ils ne payent pas votre maison, vous allez vous plaindre, on va lui donner raison. Donc le compatriote a raison. Moi, on vit ça régulièrement. Ok. Et il dit qu'ils doivent employer les Camerounais dans leurs grandes structures. On se souvient qu'il y a des Libanais parfois qui ont au Cameroun maltraité des employés. Mais eux, c'est les seigneurs. Les Libanais? Oui, c'est des seigneurs ici. Vous ne pouvez rien dire en Libanais. Ils sont dans la coupe de bois et tout. C'est des seigneurs. Justement, c'est ça. Et là, les gens vous parlent de souveraineté. Et ça pose problème, sa question. De manière que à partir du sous-préfet jusqu'au président de la République, du chef de poste de sécurité jusqu'au commissaire divisionnaire, du commandant de brigade jusqu'au colonel de gendarmerie, est-ce que ces gens-là ont fait une réunion pour dire que chaque Camerounais qui aura un problème avec un étranger, le Camerounais aura nécessairement tort? D'accord. Je ne sais pas ce qui explique ça. Ce qui se passe. Donald Brice. Moi, je pense que si les états de fait que Mbombo décrit sont avérés, ce n'est pas parce que les étrangers au Cameroun sont très forts. Non, c'est parce que nous sommes dans un état qui est proche d'un état de non-droit. Ah, peut-être, ouais. Voilà. Ce n'est pas parce qu'eux, ils sont très forts. C'est parce que ceux qui sont vos adversaires en justice sont des gens parfois qui ont beaucoup d'argent, qui ont de grandes boutiques. Et qui profitent de la corruption. Oui, on parlait de la corruption tout à l'heure, j'en venais. Ouais. On a fait en justice aux ordres qui obéissent à un certain nombre de pressions externes. D'accord, nous ne sommes pas Marine Le Pen. Et je suis pour, dans un contexte d'intégration régionale, l'Afrique est déjà assez divisée pour qu'on pense que les États doivent se replier sur eux-mêmes. D'accord. Mais pour la migration, régule les contrôles. Ok, on va tout de suite prendre Consti Lamine pour terminer en beauté. Consti, à vous. Bien entendu, tu as bien dit terminer en beauté. Hein. Et la beauté, c'est bien sûr avec le concept Salaka. Et c'est surtout grâce à l'équipe de cette émission
Merci donc à tous les animateurs et présentateurs de cette émission télé qui est, il faut le rappeler Eric, est l'émission la plus regardée au Cameroun. Parce qu'on nous regarde en Belgique, on nous regarde aux États-Unis, on nous regarde en France, on nous regarde en Côte d'Ivoire, dans tout le monde entier. On regarde l'émission 10-12 le Zénith parce que c'est la qualité, c'est la réalité et rien que la réalité dans cette émission. Et parlant bien sûr de qualité, je reviens une fois de plus avec le Von Bio Oméga 3. Oh là là, votre complément alimentaire pas comme les autres. Ce complément alimentaire permet de réduire les complications du diabète, de nous prévenir contre les AVC, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Ah ben oui, le concept Salaka, grâce à son partenaire, le laboratoire Cedorex aux États-Unis d'Amérique, ont donc décidé d'offrir, de mettre à la disposition des Camerounais et de tous les téléspectateurs de cette émission ce complément alimentaire au prix de 5 500 francs. Je rappelle que c'est le prix du concept Salaka. Le prix officiel du Von Bio Oméga 3 est de 6 000. Mais en passant par le concept Salaka, du côté du magasin 1001 tapis, vous l'aurez à 5 500 francs. Oui, c'est vrai qu'on a eu à faire des promotions spéciales, mais nous revenons cette semaine pour rappeler à tous les clients que le prix du concept Salaka est de 5 500 francs parce que 5 500 c'est déjà un prix de promotion parce que le prix normal est de 6 000 francs. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, vous avez cette lotion des diabétiques que voici. C'est un lait de toilette qui permet d'embellir, de protéger, de sécuriser et surtout, c'est-à-dire de permettre aux diabétiques d'avoir une peau rayonnante. C'est un lait de toilette qui joue un véritable double rôle. Non seulement il est un lait de toilette de santé, mais également il joue un rôle de beauté. Alors n'hésitez surtout pas, chers diabétiques. Je vous aime tellement, je vous adore énormément. Je suis de tout cœur avec vous, raison pour laquelle je suis là tous les jours de lundi à vendredi pour parler de ce complément alimentaire et pour parler de cette lotion des diabétiques. Vous l'avez à 6 000 francs. C'est le prix du concept Salaka. Et ceux qui nous regardent hors de la ville de Douala et qui ont besoin du Von Bio Oméga 3 ou de la lotion, il suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone et de pouvoir être en possession, c'est-à-dire de votre commande. Ceux du côté de Yaoundé, ne vous inquiétez surtout pas, on a un représentant à Yaoundé qui, dès que vous commandez, nous expédions, c'est-à-dire les marchandises, grâce à notre partenaire United Express du côté de Essence. Il va les récupérer là-bas et il vient vous livrer à domicile. Ceux des autres villes, vous appelez tout simplement le concept Salaka. Nous vous donnons les modalités de livraison et vous recevez votre commande en moins de 48 heures. Donc, n'achetez plus n'importe quoi, n'allez plus n'importe où. Venez au concept Salaka et achetez ce complément alimentaire au prix de 5 500 francs. C'est le Von Bio Oméga 3, encore appelé Fish Oil, ou alors votre lotion des diabétiques à 6 000 francs seulement. Bon week-end à tous les clients du concept Salaka et surtout un très bon week-end à tous les partenaires du concept Salaka. Merci Consti, on va se dire au revoir madame, monsieur, rendez-vous lundi prochain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.